Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielles Aucarré, moi c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, je vais vous laisser, Gabrielle, vous présenter notre épisode. Donc aujourd'hui, pour l'épisode, on reçoit Nicolas Dugré, qui est pharmacien au GMFU de l'hôpital Sacré-Cœur, donc plus précisément dans le CIUS du nord de l'île de Montréal. Il est aussi professeur adjoint de clinique à la faculté de pharmacie de Montréal, donc où on a étudié. Il a été notre professeur. Aujourd'hui, avec lui, on parle de santé mentale, donc plus précisément d'anxiété, de dépression. On parle des médicaments qui viennent avec ça, de leurs effets secondaires, de comment ça agit sur le corps. Donc vraiment de plein de beaux sujets de discussion que mon résumé ne rend pas justice, mais je vous laisse écouter l'épisode pour en savoir plus. C'est super intéressant. Oui, effectivement. Puis autant pour les futurs professionnels de la santé, je pense qu'on va en apprendre beaucoup, puis on va beaucoup évoluer dans cet épisode-là. Puis autant pour les patients qui vont en apprendre davantage sur qu'est-ce que la dépression, l'anxiété et les traitements. Donc, juste avant de commencer l'épisode, on va aller remercier nos commanditaires. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre balado. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter, nous dire vous êtes qui et votre parcours? Attends, là, on va-tu vous voyer comme ça pendant la prochaine heure, vraiment? On peut-tu régler ça tout de suite? On va régler ça, on va se tutoyer. Ça va me taper ses nerfs. Parfait, on tutoie à partir de maintenant. Excellent. Fait que moi, c'est Nicolas Dugré, je suis pharmacien, surprise, surprise. Je vous ai enseigné, Oui, n'est-ce effectivement. point, à un certain moment pandémique. Mhm. Fait que je suis professeur adjoint de clinique à la faculté de pharmacie. Je suis aussi pharmacien à la clinique universitaire de médecine familiale à Sacré-Cœur. OK. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Sacré-Cœur, c'est l'enfer sur Terre, n'est-ce pas? Effectivement. Hein? J'ai Hein? jamais visité. Je vous laisse. J'ai travaillé là quelques temps et je le sais. On a vraiment une réputation excellente auprès des étudiants en pharmacie. Mais moi, j'ai aimé mon expérience, par contre, je dois le dire. Mais les gens qui viennent, c'est souvent comme ça. Mm. Mais il y a comme une légende, un mythe. Ah, il y a un mythe à travers ça. Sacré-Cœur. Qu'il faut Ok. ouais, c'est vrai qu'il y a un petit mythe que ça fait peur. Ça fait J'aime peur. comment Gabrielle a fait comme ça. Elle ne savait pas de quoi on parlait, là, mais elle les voit bien, là, les gens qui essayent d'échanger leur Honnêtement, stage non. de Sacré-Cœur. Là. Non, pas du tout. Non, sans blague, Sacré-Cœur, non, je pensais pas. C'est-tu à cause du milieu ou c'est les maîtres de stage? C'est la question. On ne saura jamais. On ne saura jamais. OK. C'est un mythe, c'est une légende. On ne sait pas Ça, qui ça l'a se inventé. transmet de Génération en génération. Exactement. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler. Toi, t'avais dit ça? Exactement. Oui, j'ai déjà entendu Ouais, ça. ouais. Bon, ben, je suis un petit peu La reculée. plupart de tes amis ont entendu ça. Ah, te bon, le ben, tu confirme. vois, j'ai pas questionné. Autrement, je fais des podcasts aussi dans la vie. Donc, j'anime les podcasts Le Pharmascope, les podcasts de formation continue sur la pharmacie, la médecine et compagnie avec des collègues pharmaciens-médecins. Je suis aussi chercheur. Donc, je fais partie, entre autres, du groupe PEER, qui est un groupe de recherche canadien sur les soins de première ligne, mon domaine de travail. Puis d'autres patentes par-ci par-là, là, des conférences, des articles, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui vous a motivé à faire Kita? Parce que je viens de manquer la première règle du Ça va podcast. être tough, hein? Qu'est-ce qui t'a motivé de faire le podcast qui s'appelle Le Pharmascope? Ah, ben c'est une bonne question. On a enregistré notre 100e épisode tout récemment, puis on a fait un petit moment, justement, Bravo. retour, se rappeler. Puis il y a des affaires que je me rappelais pas. Selon mes partners, on a inventé ça un beau soir de semaine à la distribution de la pharmacie de Sacré-Cœur, OK. par un moment visiblement peu occupé. Puis on écoutait des podcasts de formation. Mais à l'époque, là, je remonte à il y a quand même 5 ans, mine de rien, il y avait très peu de choses en français. Fait que tout ce qu'on écoutait en anglais, on s'est dit, ben, on pourrait en faire un en français, qui sait. Puis là, on avait des idées de grandeur, genre peut-être que d'ici 1 an, il y a genre 50 personnes qui vont nous écouter. Finalement, on a dépassé nos attentes de loin, puis voilà 5 ans et 100 épisodes Ouais. de fait. Fait que Ben, félicitations, Ouais. pour vrai, c'est un très beau projet. Là. Puis je sais à quel point c'est du temps et de l'investissement à faire un podcast. Ça fait que... ben oui, parce qu'on n'avait pas trouvé votre truc à l'époque. Tu sais, le truc de faire venir quelqu'un pour délivrer Ouais. le contenu à votre place. Ouais. Nous autres, C'est- on va falloir qu'on travaille là-dessus parce que vraiment, ça me paraît une grosse avancée. Super Oui, intéressant. c'est tout vous qui apporte l'information, Ouais, tandis que ouais, nous, ouais, non, j'aime au moins, on l'idée. a nos invités qui sont là pour nous aider Ouais. un peu dans la recherche d'informations. On là. va se pencher Puis, là-dessus. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers le milieu hospitalier en particulier? Ben moi, je suis dans l'entre-deux. Hein. Fait que je suis en GMF. Oui. Fait que oui, officiellement, je suis un employé de Sacré-Cœur. J'ai fait des années à l'urgence en psychiatrie à Sacré-Cœur. Mais officiellement, là, je suis dans un GMF, donc pas un hôpital. Nos patients ne sont pas hospitalisés, ils n'habitent pas là. Pas une pharmacie communautaire. J'aime bien penser qu'on a le meilleur des deux mondes. J'ai un parti pris, clairement. Puis qu'est-ce qui m'a dirigé vers ça? Je me souviens qu'à l'époque, j'avais une crainte, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, j'avais une crainte de me spécialiser dans un domaine puis de devenir vraiment poche dans le reste.
OK. Ah, OK. Parce que veux pas, tu t'en vas en cardio, en néphro, en n'importe quoi dans un centre hospitalier, puis là, je dis pas ça contre les gens qui font ça, là, qu'on se comprenne bien. Ben, tu sais, ils deviennent très, 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 très bons dans leur domaine, évidemment, mais je pense que c'est un défi de rester sharp après ça dans tous les autres domaines. Fait que ça me gossait beaucoup. Et qu'en med-femme, ben, tu gères tout. Fait que t'as pas vraiment le choix de continuer à travailler dans tous les domaines. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun. L'hôpital, il y a eu une époque où je me disais que je voulais pas travailler dans un hôpital. Bon, finalement, j'ai travaillé dans un hôpital, là, puis c'était pas si mal. Quoique l'odeur, hein, mine de rien, je sais pas vos expériences en hôpital, mais c'est des milieux particuliers, les hôpitaux. Fait quoi, le GMF, je trouve que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Puis à l'inverse, par rapport au communautaire, ben, j'ai les médecins d'un bureau à côté de moi. Ben oui. J'ai pas de file d'attente, j'ai pas d'assurance, de paiement, de toutes ces patentes-là à gosser. OK. Puis pourquoi à la base avoir choisi la pharmacie comme profession? Si on remonte, il y a... Ça, j'avoue que j'ai pas une super bonne réponse à ça. Là. J'essayais d'y penser tantôt avec ma partenaire à l'UMF, puis ben, clairement, personne m'avait dit que la profession de chasseur-cueilleur existait encore. Moi, je pensais que je serais chasseur-cueilleur. Dans ma tête, là, on remonte à quand j'avais 17 ans au cégep Lionel-Gros à Sainte-Thérèse, des belles années. Je m'étais dit, je veux pas aller à l'école pendant 10 ans puis je veux pas travailler dans un hôpital. J'ai un peu fail les deux. Mais bon, c'était un âge différent. Fait que ça s'est fait un peu par défaut. J'ai vraiment pas de souvenir, en fait, comment j'ai cliqué pharmacie. Sur pharmacie, Pour ceux qui sont allés à Lionel-Gros, ils vont comprendre. C'est des années où tu as peu de souvenirs là, de ce qui se passe. C'est compliqué. C'est compliqué comme endroit. Fait que j'ai jamais regretté le choix de pharmacie depuis le temps. Ben, chasseur-cueilleur, là, me trotte toujours en tête, mais en dehors de ça, non, ça va. Ah, c'est le fun. Puis quand tu as parlé que tu as fait un peu de psychiatrie aussi à travers ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené vers ça en particulier? T'avais-tu un intérêt ou c'est plus la vie qui t'a amené là parce qu'il y avait des besoins? Oui, ben, on peut rendre à César ce qui revient à César. J'ai fait un stage en 2e année à Louis-Hippolyte Lafontaine, à maintenant l'Institut de santé mentale de Montréal, avec Philippe Vincent, votre prof de psychiatrie. Oui. C'est mon stage de 2e année. Alors que je n'avais évidemment fait aucun cours de psychiatrie. Puis Philippe travaillait avec les psychotiques. Là, ça a été, ma foi, une expérience intéressante. J'étais clairement pas en mesure d'être compétent. Là, mais puis j'ai vraiment trippé. Ça a été mon premier contact avec la psychiatrie. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais vraiment arrêté parce qu'évidemment, en médecine familiale, il y en a encore. On travaille énormément de santé mentale, comme vous pouvez le deviner. Là, vous étiez sur l'étage, dans le fond, de soins en psychiatrie à Sacré-Cœur? Oui, fait qu'on a le pavillon Albert Prévost à Sacré-Cœur. C'est comme un hôpital à l'extérieur de Sacré-Cœur où on gère juste la psychiatrie. Puis j'étais dans les équipes de gérontopsie et de maladies affectives à l'époque. Ah, wow, super intéressant. As-tu aimé cette pratique? Ah oui, la seule raison, très honnêtement, pourquoi j'ai dû arrêter, c'est parce qu'à un moment donné, il fallait faire des choix, parce qu'avec la job de prof, à vous enseigner, ça prend du temps, mine de rien. Fait que, c'est ça. À un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Ah, cool. Ben, on voulait justement, comme, tu sais, on sait que tu avais comme une expertise peut-être aussi dans ce sujet-là, puis aussi beaucoup de premières lignes qui touchent aussi beaucoup la santé mentale. Fait que c'était un peu la raison qu'on a comme pensé à la santé mentale peut t'approcher avec ça, parce que je pense que tu as justement une bonne base dans tout ce qui est première ligne, puis aussi, ben première ligne touche aussi maintenant santé mentale, ça va un peu de soi. Fait que, tu sais, on peut démystifier un peu comme, tu sais, les gros diagnostics qu'on voit de nos jours. Je pense que la dépression, l'anxiété, c'est de plus en plus fréquent, mais est-ce que c'est plus fréquent ou on en parle plus, tu sais? Ben, c'est certainement plus diagnostiqué. Là, j'imagine on pourrait mettre plein d'hypothèses sur est-ce que les gens sont plus ouverts à consulter, à en parler, à aller chercher de l'aide. Je l'ignore, mais c'est certainement plus diagnostiqué. Il y a plein de chiffres. Là. Le CDC a sorti des chiffres pré-post-pandémie, par exemple. C'est pas des diagnostics, eux, c'était des symptômes d'anxiété. Puis entre 2019 et 2020, ça l'a triplé, passant genre de, là, je vous dis ça de mémoire, là, mais comme 8 à 25 avec le début de la pandémie. Puis effectivement, je pense qu'on le voit un peu partout. Là. J'imagine que vous travaillez les fins de semaine en pharmacie, puis tout ça. Clairement, la pandémie n'a pas aidé la santé mentale des gens. On peut le deviner, on peut le comprendre. Fait que, est-ce que c'est plus fréquent au bout de la ligne? Honnêtement, bonne question, mais est-ce qu'on doit gérer plus de cas? Je pense que oui. Oui, c'est sûr. Puis comment, dans ta pratique, au quotidien, un patient qui reçoit ce genre de diagnostic, c'est pas tout le temps par, mettons, un psychiatre. J'imagine que ça peut être aussi par un médecin de famille. Absolument. En fait, la majorité des troubles dépressifs, des troubles anxieux sont gérés en première ligne. Là. La façon dont notre système de santé est fait, là, l'accès à un psychiatre, généralement, c'est parce que tu as déjà passé par une couple d'étapes. C'est ça, exactement. Fait que oui, ça fait partie des maladies les plus communes qu'on gère, au même titre que le diabète, l'hypertension, puis tout ça. C'est quelque chose que tu vois fréquemment dans ta pratique. Sans arrêt. Ah ouais, oui, quand même. Puis comment tu pourrais
vulgariser ça à un patient qui reçoit le diagnostic, qui n'a peut-être pas eu l'information claire de qu'est-ce que la dépression ou l'anxiété, parce que j'ai l'impression qu'il y a un mythe aussi que c'est être faible, d'être dépressif, c'est être faible, d'être anxieux. Puis, tu sais, personnellement, dans mon travail à la pharmacie, des fois, ils sont un peu gênés de tout ça. Puis, je comprends totalement, c'est normal, c'est quelque chose de difficile, ça change quand même une vie. Donc, je pense que. Mais il y a aussi peut-être un peu de désinformation. Ils ne savent pas trop c'est quoi. Fait que comment tu pourrais l'expliquer de façon plus claire si on peut commencer par la dépression? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs affaires dans ta question. Un, clairement, malgré les progrès qu'on a fait certainement dans les dernières années dans une société comme le Québec, ça reste délicat, ça reste tabou. Puis souvent, je donne des exemples. Là, en pharmacie, vous devez le voir aussi. Classiquement, le patient ou la patiente qui arrive avec une ordonnance d'antidépresseurs, on sait les antidépresseurs, ça peut être prescrit pour plein d'autres affaires là, en 2022. Fait que généralement, on va poser la question en pharmacie pour quelle raison exactement le médecin vous a prescrit ça. Vous apprenez ça à l'école dans vos premières questions. Puis souvent, quand c'est une histoire de dépression, je vais entendre les patients essayer de minimiser ou normaliser ou modifier un peu. Fait que des choses comme une petite dépression. Pour l'humeur. Il y a comme un petit quelque chose de... Il y a des gens qui ont clairement un inconfort à utiliser les termes. Puis au même titre, vous remarquerez des collègues qui partent en arrêt de travail. Quelqu'un qui part en arrêt de travail parce qu'il s'est cassé une jambe, en tout cas, là, je parle de mon expérience, là, les gens le savent, le disent, tu sais, comme, il est en arrêt de travail, il s'est cassé une jambe. Puis tu sais, comme, personne n'est mal à l'aise avec cette information-là. Les gens qui partent en arrêt de travail pour un épisode dépressif, vous remarquerez, c'est rare que c'est discuté comme ça, allègrement, autour d'une table à café. Ça démontre bien, je trouve, ça illustre bien encore l'inconfort, certainement, puis un peu le tabou qu'on a autour de la santé mentale. Fait qu'on a encore de la place là, pour progresser. Puis en termes de comment expliquer ça à un patient, je suis très, très honnête dans la vie, et je vais vous apprendre quelque chose, mesdames. C'est quoi une dépression? Je ne sais pas. Je pense pas qu'on le sache. On a des hypothèses. Il y a encore énormément de recherches, encore énormément de domaines à explorer liés à ça. Vous avez appris à l'école, j'imagine, l'hypothèse des monoamines, donc un dysfonctionnement dans le fonctionnement de la sérotonine, de la noradrénaline puis de la dopamine. Il y a une grosse revue systématique qui fait jaser un peu ces médias sociaux là, depuis quelques semaines, où ils ont essayé de voir, en fait, est-ce que la science justifie ou corrobore l'hypothèse de la sérotonine. Puis ils ont ressorti toutes les études où on essayait de voir des corrélations, par exemple, entre les taux de sérotonine dans un être humain, puis le taux de dépression, puis les symptômes, ci, puis ça. Puis leur conclusion, là, c'est un papier avec ses faiblesses, comme tout bon article, évidemment. Mais au bout de la ligne, leur conclusion, c'est que l'évidence disponible en 2022 ne confirme pas du tout l'hypothèse là, sérotonine et dépression. Fait que je suis pas en train de dire que ça joue pas puis que ça n'a rien à voir, mais on a encore certainement bien des affaires à comprendre puis à apprendre là-dessus. Qu'avec les patients, je pense qu'il faut être honnête aussi. On sait pas tout puis ça fait partie de la game. C'est rare les domaines en médecine, en pharmacie où on sait tout pas loin. Là. Ça, c'est évident. C'est sûr que souvent, on va quand même baser notre explication sur ces fameux neurotransmetteurs, donc un manque de sérotonine. Personnellement, je pense que ce qui est important, en fait, c'est d'expliquer aux patients, un peu comme tu l'as dit, que c'est une maladie au même titre que quelqu'un qui attrape une pneumonie, que quelqu'un qui développe un diabète. Puis après ça, le détail du comment, du pourquoi. Tu sais, je suis pas sûr que quand on parle d'une pneumonie à un patient, on ressent le besoin d'expliquer vraiment en précision, en détail, qu'est-ce qu'une pneumonie, tu sais. Fait que, mais on a comme le besoin de faire ça avec des troubles de santé mentale, peut-être, de comme... dans notre conseil ou dans notre façon d'approcher le patient, de peut-être comme un peu vulgariser comme la maladie, tu sais, comme justement, vous avez dit débalancement de vos neurotransmetteurs, des choses comme ça. Tu sais, on a comme le besoin, comme si ça justifiait un peu. Oui, mais c'est intéressant. Ça, je pense ça montre probablement un peu l'inconfort qu'on a encore de façon générale. Mais j'espère que ça changera puis qu'on n'aura plus besoin de faire ça. Puis c'est un peu la même chose avec l'anxiété. Est-ce que c'est aussi un peu... si on fait ça simplement, je pense que oui, là, on peut au bout de la ligne, dire un peu c'est la même affaire. Là. C'est pas exact. Évidemment, la présentation clinique est importante. Puis au bout de la ligne, effectivement, c'est ça qui compte. Parce que pourquoi vous donnez des médicaments à du monde dans la vie? C'est pas pour changer des mots dans le DSM ou des ci, des ça. Au bout de la ligne, c'est pour aider les gens qui se sentent mieux, que les symptômes soient moins invalidants, moins incommodants. Fait que j'aurais tendance à vous conseiller de mettre le focus vraiment là-dessus, probablement beaucoup plus que sur les explications pathophysiologiques là, des différentes affaires. Puis tu nous parlais d'antidépresseurs, cette classe de médicaments-là, est-ce qu'on les utilise pour traiter autant la dépression que l'anxiété? Oui, fait qu'il faut juste faire attention. La majorité des antidépresseurs qu'on utilise en dépression peuvent être utilisés dans certains troubles anxieux. L'anxiété, c'est très vaste comme terme. Il y a plusieurs troubles anxieux, comme vous les avez appris, le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, la phobie spécifique, c'est ça. Fait qu'il y en a plein. Fait qu'il y a des variations. Je dirais rapidement que quand même dans les troubles anxieux, il y a plusieurs médicaments qu'on peut utiliser
qui ne sont pas du tout utilisés ou indiqués en troubles dépressifs. Fait que c'est pas, on peut pas affirmer de façon universelle un médicament pour la dépression, c'est aussi un médicament qui est utile pour l'anxiété, certainement. Pourquoi qu'on a appelé ça, mais peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que c'est pas la réponse, mais je lance la question dans les airs, pourquoi qu'on appelle ça antidépresseur quand qu'au final, ça peut être plus que la Ça peut dépression? servir à plein de choses, ouais. C'est une bonne question. J'ai clairement pas de réponse. C'est quand même curieux comme choix de terme, antidépresseur. J'hypothétiserais que tout vient de la première indication pour laquelle elle a été reconnue, étudiée, puis tout ça, tu sais, on peut penser, le principe s'applique aussi dans l'autre sens. Ça arrive souvent des patients qui vont utiliser, par exemple, de la kétiapine ou de la ripiprazole pour un trouble dépressif. Si les gens vont voir sur Internet, ils vont dire, ben là, c'est pas un antidépresseur, c'est un antipsychotique. Je suis pas psychotique, moi. Mais au début, on les a utilisés pour des troubles psychotiques, ces médicaments-là. Les premières indications qu'ils ont eues, c'était à cette fin-là. Officiellement, quand je me ramène au genre des médicaments, là, genre, c'est-tu de la metformine ou du metformin? Ces affaires-là. Mon dictionnaire, c'est le CPS. Puis vous avez aussi la classe des médicaments. Fait que, si vous allez voir, je sais pas, là, moi, la kétiapine, ben, je présume que c'est écrit antipsychotique. Puis on a juste comme suivi le bateau là, au fur et à mesure. On n'a pas adapté nos termes en fonction de comme l'évolution des diagnostics puis de qu'est-ce qui peut aider avec nos logiciels en pharmacie non plus. Là, quand on rentre un antidépresseur, souvent ça met la réponse automatique, c'est entre parenthèses dépression. Là. Ah ouais, absolument. Pour indiquer au patient qu'est-ce que ça veut. Effectivement. Fait que, est-ce que dans ta pratique, tu as l'impression que comme il n'y a pas un recul, mais une réticence à essayer la médication chez les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale? Ben, je vais être honnête, je pense qu'en 2022, on voit de tout. Probablement que si on avait posé cette question-là il y a X années, probablement que la réponse était plus proche du oui. Mais très honnêtement, ça m'arrive maintenant d'avoir des patients qui, eux, arrivent avec la demande d'avoir un médicament. Ah oui? Okay. Ouais, sans blague. C'est pas la majorité, là. Puis oui, j'ai des patients qui ont des réticences. Quand on se met à leur parler d'antidépresseurs, il y en a qui veulent pas, il y en a qui ont besoin de réfléchir longtemps, ont besoin de parler avec un ami, peu importe. Mais on voit de tout, honnêtement. Ça, je pense qu'il y a quand même... J'aurais tendance à penser que les gens sont plus à l'aise qu'ils l'étaient il y a plusieurs années, mais c'est basé sur pas grand-chose d'autre là, que mon expérience personnelle. Puis on parle de la dépression puis de l'anxiété. Est-ce que c'est des maladies qui sont curables? C'est une bonne question. De plus en plus, on parle de ces maladies-là comme des maladies chroniques, pour la simple et bonne raison que ça semble durer longtemps. Puis quand on arrête les traitements, ça semble revenir beaucoup. D'autant plus vrai, je dirais, pour les troubles anxieux, de façon générale, mais encore là, je généralise parce que selon le trouble anxieux, ça va varier. Mais pour l'épisode, le trouble dépressif, juste le mot dépression, en fait, avant, on utilisait les dépressions, dépression majeure. Vous allez voir ça dans des dossiers antérieurs, là, des choses comme ça. Il y a le mot épisode dépressif qui laisse sous-entendre quelque chose qui a un début puis une fin, pour moi, quand on parle d'épisode dépressif. Puis dans le DSM, la Bible des diagnostics psychiatriques, le terme officiel en français, c'est trouble dépressif caractérisé. Qui, lui, donc, vient plus avec un début puis une fin. Fait que tout ça est un peu mélangé déjà dans le vocabulaire quotidien là, des professionnels de la santé, je dirais. Mais de façon générale, de plus en plus, on va approcher ça comme une maladie chronique. Maladie chronique ne veut pas dire, par contre, nécessité d'un médicament jusqu'à la fin de tes jours. Deux choses très différentes, parce que tu peux faire plein d'autres choses dans ta vie pour prendre en charge, gérer, améliorer le contrôle de ta maladie. Mais de façon très, très simplifiée, de plus en plus, on est dans le chronique. Mais tu sais, il y a des patients qui vont avoir un épisode dépressif dans leur vie. Ils vont le traiter pendant une période X. Puis après ça va être... Merci, bonsoir, puis ils n'auront jamais de récidive. Là. OK, mais parlons-en tu me disais qu'il y avait peut-être d'autres manières d'améliorer notre qualité de vie quand on a un épisode comme ça. Est-ce que tu rentrerais la psychothérapie là-dedans? Ben oui, certainement. La psychothérapie devrait être offerte du moins à tout patient ayant un diagnostic de trouble dépressif ou de trouble anxieux. C'est évident. Je dis bien être offert, parce que là, une fois qu'on l'a offert, il y a des enjeux. Oui, clairement. Est-ce que vous avez comme pas des études ou comme des statistiques comme quoi que ça aurait un bon taux de succès dans la psychothérapie? Est-ce que c'est mieux qu'un médicament ou c'est la combinaison des deux ou c'est le médicament tout seul? Est-ce qu'il y a comme une corrélation qu'on peut faire par rapport au rétablissement de la personne dans son quotidien? Ben oui, il y a des études. Écoute, il y a plein d'études randomisées, contrôlées de psychothérapie. Évidemment, pas contre placebo parce que des placebos de psychothérapie, c'est pas évident, mais il y a plein d'études randomisées contrôlées qui montrent certainement une supériorité de la psychothérapie par rapport à une liste d'attente ou à une absence de traitement. Là, c'est les contrôles qu'on fait dans ces études-là. Par rapport à la médication, puis là, il faudrait faire chaque pathologie vraiment séparément pour avoir une réponse très précise, j'imagine. Mettons qu'on parle de troubles dépressifs. La psychothérapie est efficace, plus que rien. L'efficacité, selon la sévérité de la dépression, est relativement similaire aux médicaments. Puis là, il y a des nuances, parce qu'en dépression sévère, on va y revenir, j'imagine, mais le médicament est peut-être
pas plus efficace, mais s'en sort mieux dans les études. La psychothérapie peut-être un peu moins. La combinaison des deux semble être supérieure à l'utilisation de seulement l'un ou l'autre. Ça semble assez clair aussi dans la littérature. Fait que oui, la psychothérapie, c'est un outil qui devrait être offert certainement à tout le monde. Puis, mais tu sais, c'est comme l'accès limité. Là, tu sais, on n'a pas accès à des psychologues facilement au Québec. Il y a des grandes listes d'attente où tu dois débourser des gros montants. Puis c'est pas tous les patients qui peuvent avoir ces sous-là, en fait, à mettre dans une psychothérapie, ce qui est un peu malheureux. Tu souhaiterais-tu que ça soit peut-être couvert par la RAMQ? C'est sûr que ça serait le fun. Je pense quand même que des fois, on a tendance aussi à démoniser ultimement l'accès. Là, c'est difficile qu'on se comprenne bien. Là. Mais il y a quand même des ressources qui existent. J'encouragerais les gens, autant que ce soit des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale que des professionnels de la santé, à vraiment se renseigner sur qu'est-ce qui existe dans leur milieu, leur région. Il y a plein d'initiatives locales qui existent dans différents endroits. Je vous donne un exemple. Dans mon coin, on a un organisme où le prix de la consultation en psychothérapie est proportionnel à ton revenu. Fait que c'est pas gratuit, c'est cool. Mais selon le revenu que tu fais, le prix va varier. Est-ce qu'ils sont capables de vous voir demain matin? Non. Est-ce qu'il y a des délais? Oui. Les cliniques universitaires peuvent offrir certains services. Dans les grosses entreprises, les programmes d'aide aux employés offrent un nombre de séances de psychothérapie gratuitement à leurs employés dans le besoin. Fait il y a quand même des ressources autres que juste le guichet d'accès en santé mentale, qu'on appelle donc la voie du système public, là, on va dire, via laquelle c'est souvent assez long, effectivement. Quoique fonctionnel. Là. Je veux dire, oui, c'est long, mais ça marche, puis éventuellement, tu vas avoir accès à quelque chose. Puis selon les régions, ça semble être quand même très varié. Là, je me souviens, au début de la pandémie, je donnais une formation sur la Rive-Sud, puis apparemment, leur délai d'attente via leur système public du guichet d'accès en santé mentale pour la psychothéérapie, c'était quelques semaines. Puis on parle de public, mais y a-t-il des frais associés quand même? Une fois que tu... Non, dans un cas comme ça, c'est sans frais. Puis après ça, comme je vous dis, même au privé, il y a plein de ressources. Puis tu sais, il faut être créatif, je pense, en 2022. Avec la pandémie, beaucoup de psychothérapie s'est faite par Zoom ou autre logiciel virtuel. On a une patiente il y a quelques mois chez qui on ne réussissait pas à trouver un psychothérapeute. On cherchait, il n'y avait rien dans son coin. Puis à un moment donné, on a flashé, on est comme... En fond, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un proche de chez eux. Non, c'est vrai. On peut le faire avec... à distance. Fait que finalement, la personne fait de la psychothérapie avec un thérapeute sur le continent africain. C'est quelqu'un qui a immigré, qui vient d'ailleurs. Fait qu'elle fait de la psychothérapie avec quelqu'un dans son pays d'origine, à un coût, à cause de son pays d'origine, là, qui est au bout de la ligne, plus abordable, avec un logiciel de consultation virtuelle. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas, c'est vrai. Fait qu'il faut être créatif. En anglais, il y a de plus en plus de trucs aussi interactifs. On peut penser à des applications sur les téléphones intelligents, on peut penser à des sites web. Fait que, tu sais, ça aussi, ça se développe. Il y a la bibliothérapie aussi. Je connaissais pas. Donc là, on parle pas de lire genre Le Seigneur des Anneaux. Là. C'est vraiment comme des livres à visée thérapeutique écrits par des professionnels de la santé. Il y en a plein qui existent. Fait que, tu sais, ça, on peut... Il y a plus d'options. Là. Penser en dehors de la boîte, parfois, pour être créatif, parce que je pense qu'un défaut qu'on a parfois, c'est un peu comme quand on dit aux gens, vous devriez manger mieux, vous devriez bouger plus. On a des ça n'a conseils jamais aidé personne, ce conseil-là. Ça n'a jamais aidé personne, mais si, par exemple, tu l'expliquais bien, puis la personne était encadrée par, je sais pas, kinésio, peu importe, ça aurait-tu un effet au final de bouger plus puis de manger mieux? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est là, je parle même, mettons, en diabète. Tu dis ça à tes patients à la pharmacie, là, les patients obèses, diabétiques, tu leur dis probablement, faudrait faire attention au niveau de l'alimentation, l'activité physique. Mais tu sais, nous trois ici, là, on devrait probablement faire mieux au niveau de l'alimentation puis de l'activité physique. On le sait, là. Quand même, tu me le dirais 350 fois. Je le ferai pas plus. Je le sais pas plus, je le sais déjà. Fait que tu sais, de faire le pas de plus avec les gens, d'essayer de mettre des objectifs réalistes. Fait que, mettons, avec un patient qui souffre d'un trouble dépressif, on commence un antidépresseur en pharmacie, par exemple, vous faites le conseil. Je pense personnellement, même si ça n'a rien à voir avec les pilules, puis que vous êtes juste pharmacienne, de prendre une petite minute pour voir avec la patiente ou le patient, OK, mais concrètement, mettons, on va se reparler, nous, dans 2 semaines, je sais pas, pour votre médication. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici là pour entamer une psychothérapie? Qui vous allez appeler? Quel site web vous allez consulter? Où est-ce que vous allez vous inscrire? De faire cette étape-là de plus pour vraiment mettre les choses en branle, je pense que ça vaut la peine parce que dire à un patient, vous devriez faire de la psychothérapie, au Québec en 2022, je pense que ça ressemble un peu à vous devriez manger mieux puis vous devriez faire plus d'activité physique. Tu as un conseil dans le vide comme ça, puis au final, c'est une bonne idée de comme faire des étapes. Qu'est-ce que tu vas faire pour telle chose? Ça l'engage le patient aussi dans sa prise en charge. Puis OK, comme ça montre l'importance de OK, il faut que je le fasse. Il y a quelqu'un qui me suit qui pour attend ça. Après, tu sais, comme qui m'a donné un devoir, qui attend après moi. Parce que pas oublier qu'en plus, en dépression, par rapport aux patients diabétiques, mettons,
souvent, les gens qui souffrent de dépression, tout est une montagne. Là, ils ont envie de rien, tout est, tu sais. Fait que faire des démarches pour accéder à une thérapie qui n'est pas facilement accessible, c'est d'autant plus difficile. Là. Fait que, je pense que ça vaut la peine de prendre le petit temps de plus pour les accompagner là-dedans, même si ça n'a rien à voir avec leur pilule puis qu'on est juste pharmacien, certainement. Tu me parlais du suivi peut-être dans 2 semaines. Exemple, là, je termine un médicament puis on se reparle dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'un pharmacien peut... Il y a un questionnaire qui existe, j'aimerais ça que tu nous en parles, le PHQ-9, qu'on utilise, en tout cas... Ah non, pas tant que ça les pharmaciens ne l'utilisent pas, je te le confirme hors de tout doute. Là. Est-ce que ça serait bien qu'on l'utilise? Parce que c'est quand même une manière objective, selon moi, de dire ton patient il est rendu où. Là. C'est quand même lui qui le remplit. Après ça, tu peux regarder ça. Puis avec. Je trouve ça extrêmement dommage. Le PHQ-9 est enseigné aux étudiants depuis au moins 10-15 ans à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, je l'ignore, mais je présume que ça doit se ressembler probablement. Puis malgré ça, en 2022, je le sais parce que je donne des formations là-dessus à des pharmaciens, puis à peu près personne s'en sert dans sa pratique au quotidien. Puis souvent, ce que je vais entendre, c'est « on n'a pas le temps, les patients veulent pas ». Je pense que c'est 2 très mauvais arguments. Ouais. C'est un outil auto-complété. Donc concrètement, quand on me dit « j'ai pas le temps », je veux dire t'as rien à faire. Là. Tu dois juste le remettre au patient. Il le complète lui-même. C'est tout. Il te le ramène. Tu n'as pas besoin de le compléter avec lui. En plus... Avant, pourrais-tu plus nous en parler, justement? Juste le vulgariser, peut-être pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi. Absolument. Fait que le PHQ-9, c'est pour Patient Health Questionnaire à 9 items. Okay. En français, ce serait le QSP9, en fait, le questionnaire de santé des patients. Okay. Vous voyez, j'utilise pas beaucoup l'acronyme QSP. Mais avec le PHQ-9, c'est un outil qui est validé pour évaluer les symptômes dépressifs. Fait qu'en fait, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment on diagnostique un trouble dépressif. Ben, moi, j'ai juste le DSM-5 en tête, mais concrètement... Ben, c'est le DSM-5, en fait. Ouais, Fait que c'est les critères du DSM-5. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les critères du DSM-5 dans le trouble dépressif? Il y a 9 symptômes au bout de la ligne. C'est souvent un symptôme et son contraire. Là. Fait que parmi les 9, mettons, il y en a un, ça va être insomnie ou hypersomnie. Perte ou prise de poids. Fait que des fois, c'est un et son contraire, mais au bout de la ligne, il y a 9 domaines qui sont touchés. Puis pour obtenir un diagnostic officiellement de trouble dépressif, ben, il faut avoir au moins 5 des 9 symptômes qui sont positifs, là, qui sont en effet, là, je sais pas trop, qui sont là, bref, depuis au moins 2 semaines, puis qui ont quand même une intensité significative là, qui affecte le fonctionnement, puis tout ça, parce qu'au bout de la ligne, on pourrait dire j'ai tout un peu ces symptômes-là dans une journée, là, mais bref, fait que des choses qui persistent puis qui sont assez importantes. Fait que le PHQ-9 vient reprendre en fait, les symptômes, les critères diagnostiques du trouble dépressif. Fait que c'est rien de sorcier, c'est rien non plus qui est bizarre ou qui sort de nulle part. C'est littéralement, de toute façon, qu'est-ce que tu devrais vouloir questionner chez un patient dépressif. Là. C'est juste que c'est fait dans un outil avec des cotes. Le patient va donner un score à chacun des symptômes de 0 à 3 selon la fréquence où il ressent ces symptômes-là pour un score total de 0 à 27. Puis plus le chiffre est haut, bien, plus tu es considéré comme étant atteint d'une dépression sévère. Puis plus le chiffre est bas, bien, mieux ça va finalement. Puis là, même en bas de 5, tu es considéré comme... je suis pas un gros fan du monde normal. Ouais, là, non dépressif. En santé. Je sais pas trop c'est quoi le bon mot, là, mais bon, tu souffres pas de dépression. OK. Puis comment tu le vois? Je m'excuse. Comment tu le vois dans un cheminement là, dans la pharmacie communautaire? Qui tu penses qui devrait remettre ça aux patients? C'est-tu la technicienne, donc l'ATP, à l'accueil, quand elle reçoit l'ordonnance, puis qu'elle voit clairement que c'est un médicament pour l'humeur, dépression, anxiété ou peu importe, ou c'est le pharmacien, tu sais, au moment qu'il remet le médicament, il devrait le faire remplir au patient? C'est quoi? Qu'est-ce qui serait plus fluide? C'est une bonne question. Je pense quand même qu'en 2022, au Québec, on n'a pas le choix d'avoir une introduction avec le patient là-dessus. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la majorité des patients sont encore en période d'adaptation sur le changement de notre pratique, je dirais. On entend ça tout le temps de nos collègues pharmaciens, là, juste la collecte de données de base, là, le questionnaire que tu remplis quand tu vas chez l'optométriste, le massothérapeute. Plein de pharmaciens sont encore mal à l'aise de faire remplir des questionnaires comme ça à leurs patients, ce qui est un peu aberrant. Mais effectivement, ils le vivent parce que leurs patients aussi ne sont pas habitués à ça, puis ils disent, ben voyons, pourquoi je remplirais ça? On ne fait pas ça ici. Fait que, tu sais, on a vraiment un changement de mentalité, je pense, à mettre en place, autant pour nous que pour nos patients. Fait que pour répondre à ta question, ben, juste à l'accueil, ça me paraît délicat parce que, comme on l'a dit, les antidépresseurs peuvent être utilisés pour plein d'affaires. Fait que de demander à une technicienne de savoir, juste en regardant le médicament, c'est pourquoi, ça me paraît plutôt une mauvaise idée au bout de la ligne. Est-ce qu'elle pourrait, par contre, interagir avec le patient? Pour quelle raison ça vous a été prescrit? Puis, advenant le cas, remettre un questionnaire avec, en plus, les techniciens là, surformés, en tout cas, là, les nouveaux techniciens. Ça, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place, certainement. En ce moment, probablement que je serais plus confortable de le faire moi-même pour introduire le truc, expliquer au patient qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, pourquoi on lui demande de remplir ça.
Je pense qu'on a encore beaucoup ça à faire, malheureusement, avec nos patients, beaucoup d'éducation sur notre propre rôle. Ouais. Puis si je me trompe pas, il y a un même questionnaire, mais pour l'anxiété qui ressemble un peu. Oui, selon le trouble anxieux, en fait, c'est différent. Tu fais probablement référence au GAD-7, mais qui est utile en trouble d'anxiété généralisée. Fait que si c'est d'autres troubles anxieux, par exemple, là, il va y avoir d'autres questionnaires qui existent aussi. Est-ce que c'est une obligation d'utiliser ces questionnaires-là tout le temps pour tout le monde? Je pense pas. Tu sais, je peux vous donner mon exemple personnel. Là. J'en utilise du PHQ-9, j'en fais régulièrement. J'en fais pas pour tous mes patients dépressifs, très honnêtement. Par contre, si je fais pas un PHQ-9, je vais quand même le faire. C'est-à-dire que je vais poser mes questions, c'est sûr. Ouais. Puis je répète, le PHQ-9, au bout de la ligne, c'est les symptômes de dépression là, typiques. Donc, il va être là dans mon évaluation, il va être là dans ma note au dossier, mais j'aurais peut-être pas fait le score de 0 à 27 avec le tableau puis tout le kit. Fait que tu sais, je pense pas que c'est une obligation du tout, mais c'est certainement un outil qui gagne à être utilisé, je pense, surtout avec toutes les nouvelles activités qu'on a. On parle d'ajustement d'antidépresseurs, là, tu sais, c'est quand même incroyable que maintenant un pharmacien dans une pharmacie peut rencontrer un patient qui a commencé un antidépresseur il y a 2 semaines, faire sa propre évaluation et lui-même, de façon complètement autonome, augmenter, par exemple, la dose pour essayer d'optimiser les bénéfices. Là. Mais pour faire ça, il va falloir certainement qu'on s'améliore en termes d'évaluation. Puis le PHQ-9 est certainement un outil super utile. De documentation au dossier. Tu mets ton PHQ-9, tu le scannes dans ton dossier, boum, tu as déjà une grosse partie de ta note de fait. Ça te fait comme quelque chose de concret, une valeur comme vraiment quantitative à te baser pour comme en tant que pharmacien, faire tes actes cliniques puis dire ça ne fonctionne pas, on doit augmenter la dose. Ça te donne une source fiable de comme, OK, il était comme ça au début puis il est encore comme ça, bien ça marche pas, on l'augmente. T'sais. Exact. Puis même pour tes interventions après ça avec le prescripteur initial, tu vas envoyer une note au médecin que ce soit une opinion pharmaceutique parce que finalement, tu penses qu'on devrait changer de traitement puis ça, tu peux pas le faire de façon autonome, de faire le même. Les médecins sont formés au PHQ-9 aussi. Ils le font pas systématiquement non plus, comme nous, mais ils savent c'est quoi. Puis je pense qu'un pharmacien qui envoie une note en disant le PHQ-9 est passé de temps à temps, comme tu dis, bien déjà, ça rajoute une crédibilité puis une valeur à l'opinion que juste, ben, j'ai parlé au patient, il va pas mieux. Exact. Fait que ça, puis le PHQ-9 aussi, une chose que je trouve qu'on sous-utilise, c'est que souvent les gens, j'ai l'impression, focus sur le score total. Fait que bon, le patient est passé de 21 à 14, bon. Le PHQ-9 vous donne un score pour chacun des symptômes. Fait qu'au-delà du score total, il vous permet aussi de voir qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va pas mieux, qu'est-ce qui est très dérangeant pour le patient. Fait que ça vous permet de prioriser aussi les symptômes du patient. Puis souvent, ça va vous aider, en fait, pour vos pilules. Ben oui. Parce que vos pilules vont avoir des effets, des fois, plus sur tel symptôme. Fait que ça va vous aider pour vos ajustements, pour vos opinions, pour vos changements de molécules, puis tout ça. Fait que non, je pense que c'est un outil, honnêtement, qui gagne certainement à être utilisé. Après ça, quand les gens deviennent confortables vraiment avec le contenu, les questions, comme je vous dis, je pense pas que ça soit obligatoire de le faire tout le temps, le vrai truc formel. Mais au bout de la ligne, l'évaluation va se ressembler beaucoup. Puis est-ce qu'on pourrait comme utiliser, est-ce que ça serait correct pour un pharmacien d'utiliser le PHQ-9 ou des questionnaires comme ça de dépression, d'anxiété pour un patient qui arrive en pharmacie, il fait juste un conseil, il se sent pas bien, ça va pas ces derniers temps. Il y en a qui arrivent puis que ils viennent consulter parce qu'ils sont pas bien dans leur tête, ils sont dépressifs depuis X nombre de temps, ils voient plus un peu la lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on pourrait un peu donner ça à nos patients pour... Oui, il y a des versions exprès pour ça, en fait. Fait qu'il existe le PHQ-2. OK. Vous le devinerez, une version à 2 questions au lieu de 9. C'est les 2 premières, en fait, du PHQ-9. Fait que c'est la présence de soit perte d'intérêt ou de plaisir à faire les choses ou une tristesse puis être déprimé au cours des 2 dernières semaines, blablabla. Fait que c'est un questionnaire qui prend littéralement comme, je sais pas, 30 secondes à faire selon la longueur de la réponse de la personne que tu as devant toi, que tu n'es pas obligé d'avoir un truc textuel parce qu'il n'y a pas de cote, là, c'est oui ou non. Fait qu'avez-vous été dérangé significativement par tel ou tel symptôme? Puis, certainement, c'est un outil qui gagne aussi à être utilisé en pharmacie. C'est un outil de dépistage. Ça a une super bonne sensibilité. Une très mauvaise spécificité, par contre. Fait que ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui répondrait non aux 2. Je m'excuse, l'inverse. Très bonne spécificité, mauvaise sensibilité. Fait quelqu'un qui répondrait non aux 2 questions, en fait, vous êtes pas mal sûr que vous pouvez exclure la présence d'un trouble dépressif. Quelqu'un qui répondrait oui à l'une ou 2 des questions, ça veut pas dire qu'il souffre de dépression, pas du tout, mais ça veut dire que peut-être ça vaut la peine de poser là des questions supplémentaires, dans certains cas de le référer à un autre professionnel habilité, puis tout ça. Puis même, j'ajouterais, tu parlais des patients qui viennent nous voir, qui vont pas bien. Il y a plein de tableaux cliniques qui devraient nous semer un doute parfois sur la présence d'un trouble dépressif, puis que vous voyez en pharmacie, on peut penser à des gens qui viennent, mettons, je vais dire n'importe quoi, pour des produits naturels pour de l'énergie, qui viennent pour des produits en vente libre pour de l'insomnie, des patients avec des troubles d'utilisation de substances,
des patients avec des douleurs chroniques, avec, tu sais, il y a plein de tableaux cliniques au-delà de l'espèce de probablement un peu stéréotype qu'on a du patient dépressif qui a de la peine, j'imagine, puis qui est déprimé, puis qui est triste. Fait qu'il y a plein d'autres tableaux cliniques qui pourraient se mériter un PHQ-2. Fait que oui, certainement. Puis là, on parlait du PHQ-2, en troubles dépressifs, comme on disait tantôt, dans certains troubles anxieux aussi, il y a des équivalents. Là, Puis est-ce que tu penses que les pharmaciens au Québec sont suffisamment formés en termes de santé mentale pour répondre un peu à cette demande ou ce besoin de la population qui souffre de problèmes de santé mentale, qui n'ont peut-être pas accès à un médecin rapidement ou à un psychologue ou des professionnels? Est-ce que tu penses qu'on est assez formé niveau santé mentale pour aider la population? Bien, on dirait que je me sens un peu obligé de répondre non, mais là, qu'on clarifie quand même. Mes collègues profs là, en psy vont vouloir m'assassiner. Mais fait que je suis pas, tu sais, on enseigne toutes ces choses-là. Là. Ouais. Vous avez appris ce que je viens de vous jaser sur le PHQ-9, le PHQ-2 aussi, puis tout ça. Mais visiblement, il se passe quelque chose entre le moment où vous l'apprenez à l'école puis quand on tombe en pratique. et quand vous commencez à travailler. Fait qu'est-ce que c'est un problème d'enseignement? J'ai toujours tendance à dire la fameuse phrase, là, puis là, c'est super quétaine, mais il n'y a pas de mauvais élèves, il y a juste des mauvais profs. Fait que visiblement, il y a quelque chose qu'on pourrait faire mieux en termes d'enseignement parce que visiblement, ça ne se rend pas après ça dans le milieu de travail. Mais est-ce que c'est juste un problème d'enseignement? Non, là, après ça, il y a plein d'autres sphères impliquées. Là. Parce que c'est vrai que personnellement, dans ce que j'ai vécu dans travailler dans des pharmacies communautaires, je veux dire, on me l'a enseigné en cours, là, comme vous l'avez bien fait, puis comme Philippe Vincent aussi le fait, de nous enseigner le dépistage, le PHQ-9, toutes ces choses-là qui sont super pratiques, puis j'ai trouvé ça super intéressant aussi en l'apprenant. Mais après ça, j'étais comme, j'ai jamais vu un pharmacien de ma vie faire ça. C'est toujours la phrase « on devrait le faire ». On devrait le faire, mais t'as jamais vu un pharmacien. Ça qu'on dirait que tout le monde rentre dans le bateau de comme personne ne le fait, pourquoi moi je le fais dans le vide, puis c'est perdu. C'est votre mission. On lance un message, on fait plus de PHQ-9, futurs pharmaciens qui nous écoutent. Mais non, mais honnêtement, tu sais, toute la collecte de données, puis là, on parle de santé mentale, mais comme je vous disais, juste le questionnaire de collecte de données de base. Là. Je pose tout le temps la question dans des formations des pharmaciens, tu sais, qui ici demande plus que, genre, avez-vous des allergies, êtes-vous fumeur, puis êtes-vous enceinte régulièrement pour des dossiers patients? Peu de gens, là. Très peu de gens. Puis je vais être honnête avec vous, je vois mal comment on peut mettre de l'avant les nouvelles activités du pharmacien à son plein potentiel. Sans ça, tu sais, ça a donné que j'ai vu Philippe aujourd'hui pour autre chose complètement. Puis on se disait justement, tu sais, comment un pharmacien dans une pharmacie peut prétendre faire un suivi de dépression adéquat ou optimal s'il ne sait pas qu'est-ce que la personne fait dans la vie comme travail. Elle habite avec des enfants. Tu sais, toutes ces affaires-là, pour vrai, si tu ne sais pas ça, je ne sais pas comment tu es censé pouvoir suivre un truc comme un trouble dépressif adéquatement. Parce que si tu veux pouvoir mettre en perspective les symptômes, la condition du patient, voir qu'est-ce qui va mieux, faut que tu connaisses un peu ton patient puis son contexte de vie. Tu ne peux pas juste traiter un PHQ-9. Mais non, le PHQ-9, c'est un outil qui fait partie mais c'est vraiment pas la panacée non plus. Là. Mais non, c'est sûr. C'est un chiffre, mais qui doit être pris dans son contexte aussi. Puis il y a des situations qui peuvent expliquer le chiffre, puis le chiffre peut varier de semaine en semaine, de mois en mois. On ne sait pas ce que la personne vit. On devrait prendre plus le temps avec nos patients de s'asseoir dans le bureau de consultation en privé. Juste ça, moi, je pense que personnellement, un nouveau conseil d'antidépresseur ou de n'importe quel médicament pour traiter un problème de santé mentale, à mon avis, c'est inacceptable de faire ça sur le comptoir comme ça. À moins d'exception, mais je veux dire, je pense que chaque pharmacien aurait un bénéfice à s'asseoir quelques minutes dans le bureau de consultation, juste en privé. Moi, en tout cas, je me mets à la place d'un patient qui a reçu un diagnostic comme ça, puis j'ai peut-être pas le goût d'en parler quand il y a 3 personnes dans la salle d'attente en arrière de moi. Il faut pas oublier, je pense, là, tout le monde est conscient de ça, il faut travailler sur notre organisation du travail en pharmacie communautaire, puis soyons clairs, là, je suis extrêmement chanceux, je suis en GMF. Comme je disais tantôt, j'ai personne qui m'attend, qui tape du pied dans la salle d'attente parce que ça fait 12 minutes qu'il attend sa pilule, j'ai personne qui me crée après parce que ça coûte 12 cents de plus là, que la semaine passée, ou je sais pas quoi. Fait que je suis très chanceux, mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'adapte. Il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire non plus. Là, au moment où le patient se présente, on peut rappeler un patient plus tard, alors qu'il est dans le confort de son salon, seul, qui se sent en sécurité, puis dans un endroit confidentiel. Il y a plein de choses vous avez reçu Alexandre Chagnon à un moment donné, là, fait que, tout ce qui est médium technologique, tout ce qui il y a des applications maintenant pour communiquer. Fait que je pense qu'on
on peut gagner à utiliser ces différents moyens de communication-là pour que ça ne devienne pas non plus un fardeau dans notre roulement, parce que soyons conscients que, évidemment, dans une pharmacie, à un moment donné, les paniers s'accumulent, puis on ne peut pas y échapper. Ouais. Mais on a plusieurs ressources de disponibles, puis je pense qu'on pourrait mieux les exploiter, en tout cas, pour vraiment mieux prendre en charge nos patients, parce qu'au bout de la ligne, c'est les patients qui écopent un peu de ça, puis c'est dommage, c'est un peu dommage par rapport à ça. Ouais. En même temps, là, je vais me faire l'avocat du diable du bon côté, j'imagine. Là. Vous êtes jeune et sur la voie de graduer. J'ai été là il y a quelques années. Il y a quand même eu énormément de cheminement. Là. Mais oui. Vous iriez faire un stage dans une pharmacie en 2000 versus le stage que vous allez faire là, dans les prochains mois. Je veux dire, c'est des années-lumière. Là. Je me souviens, moi, quand j'étais en stage, à un moment donné, une de mes maîtres de stage me disait moi, quand j'ai fait mes stages, l'affaire comme incroyable, là, comme le summum de la pharmacie, c'était qu'on imprimait pour la première fois des feuilles d'information pour les patients. Mon Dieu! La fameuse feuille qui vient avec tous les nouveaux médicaments qu'on met dans le panier. Wow. Ça, c'était comme wow! Une avancée. Les pharmaciens font maintenant de la clinique. Oh my God! Ils mettent la feuille dans le panier. C'est quelque chose quand même. Je pense qu'il faut quand même reconnaître que les choses ont énormément changé. On a vraiment évolué. Fait que je veux juste dire ça parce que bon. Mais oui, il y a des défis. Là, c'est aussi, facile ici autour de la table de dire mon Dieu, on devrait voir tous les patients dans un bureau de consulte. Oui, mais dans le day-to-day, c'est peut-être je veux bien, là, mais malheureusement, il va falloir qu'on change notre setup si on veut arriver là. Oui, c'est sûr, définitivement. Puis si on parle plus de médicaments, là, on a parlé des antidépresseurs, de comment ça... que c'est en fait prescrit pour ce genre de problèmes de santé mentale-là, que ce soit dépression, anxiété ou bien d'autres problèmes de santé mentale. Comment ça fonctionne sur le corps, vulgariser un peu le fonctionnement de ce genre de médicaments-là? Je vais encore une fois commencer par la phrase. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à comprendre et à apprendre sur le sujet. C'est sûr. N'oubliez pas qu'à peu près toutes les monographies de médicaments, la première phrase dans la section pharmacologie, c'est « Le mécanisme d'action de tel médicament n'est pas complètement élucidé ». Je pense que ce serait prétentieux là, de dire voici exactement pourquoi ça aide, puis ça. Fait que, le principe de base, c'est fondé sur l'hypothèse dont on a parlé tantôt de problèmes de neurotransmetteurs. Donc, vos antidépresseurs en 2022 agissent sur la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine. Fait que ça se tient au moins comme histoire. Mais pour vous donner une idée, il y a des essais randomisés contrôlés avec des anti-inflammatoires comme le célécoxib en troubles dépressifs. Là. Et plein d'autres médicaments comme ça dont on pourrait jaser qui n'ont absolument rien à voir a priori avec les neurotransmetteurs en question. Fait que c'est ça. Mais bon, l'hypothèse sur laquelle on travaille en ce moment, la majorité des antidépresseurs qu'on utilise vont au bout de la ligne, par différents mécanismes d'action, moduler l'activité soit de la sérotonine, soit de la noradrénaline, soit de la dopamine, parfois en augmentant la quantité du médicament, en diminuant son métabolisme, donc diminuer son élimination, si vous voulez. Fait que bref, en mettre plus dans le cerveau, là, si on fait ça bien simplifié. Là. Fait que c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille, mais je répète, on a probablement encore bien des croûtes à manger dans ce domaine-là. Puis je sais qu'il y a certains neurotransmetteurs, on parlait de sérotonine, de dopamine, noradrénaline. Bon, ils ont chacun, je pense, leur rôle aussi dans leurs symptômes. Est-ce que vous pouvez peut-être vulgariser un peu ça? Bon. Là, j'ai la petite trou dans ma tête là, que je vois dans mon petit cahier. Là. Là, ça aussi, vous... Encore une fois, je vais me répéter. Je pense que ça serait présent. Je vais vous donner 2 exemples que je donne tout le temps là, qui démontrent bien comment parfois on s'avance un peu trop, je pense, dans notre compréhension supposée de la science. C'est des exemples absurdes, mais je trouve qu'ils parlent bien. Vous savez qu'on donne des bêta-bloqueurs aux patients insuffisants cardiaques, n'est-ce pas? Hein? Vous avez appris ça, c'est un must, right? C'est comme la première affaire que tu donnes à un patient insuffisant cardiaque, ça sauve des vies. Ouais. Ben, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 60-70, les bêta-bloqueurs, c'était contre-indiqué en insuffisance cardiaque. Parce qu'on se disait... Ben là, on n'est pas pour donner un bêta-bloqueur à un petit cœur déjà malade. Ça va le ralentir, ça va l'affaiblir, on va bien le tuer. On avait un mécanisme d'action. On avait donc une conclusion, puis on traitait les gens en conséquence. À un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à faire des essais randomisés contrôlés contre placebo, puis on s'est rendu compte qu'on était dans le champ. On sauvait des vies. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est inventé un nouveau mécanisme. On s'est dit, ben non, c'est normal que ça marche, parce que là, on donne la chance au petit cœur de se remplir, puis de se contracter. Fait que c'est un exemple, je trouve, qu'il faut faire attention, je pense, là, quand on pense bien comprendre pourquoi quelque chose fonctionne. L'exemple le plus absurde, en fait, c'est la saignée. Le premier essai randomisé contrôlé sur l'être humain, à ma connaissance, c'est la saignée. Oh, ouais. Hein? Pendant des tonnes et des tonnes d'années, on saignait les gens. On avait un mécanisme d'action. On se disait, on fait sortir le méchant. Ouais. C'est bien. Puis, on a fait un essai randomisé contrôlé quelque part au 19e siècle sur des soldats. On a randomisé des soldats à se faire saigner, puis d'autres à ne pas se faire saigner. Wow. Puis, devinez quoi, il y a 10 fois plus de soldats qui sont morts en se faisant saigner. Oui, sûrement. Je suis pas surprise. Fait que c'est ça. Je suis toujours prudent quand je parle de mécanisme d'action, comment quelque chose fonctionne, parce que je pense qu'on sait pas tout, clairement. Puis, on le voit aussi après ça dans les résultats d'études cliniques. Là.
Tu sais, je veux dire, des médicaments à toutes les semaines, tous les mois, je sais pas trop, des études qui sont publiées où on avait un beau mécanisme d'action. Sur papier, on se disait, waouh, ça va marcher. On le teste, ça donne rien. Pensez à la flambée de la chloroquine au début de la COVID. On avait un mécanisme, on avait des études in vitro, tout ça. Après ça, on l'a testé comme il faut chez les êtres humains, puis ça change rien. Exact. Mais bref, tout ça pour dire que je suis prudent quand je parle de mécanisme d'action. Je comprends aussi, la science, elle évolue, puis la science, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement fixe dans le temps, puis justement, c'est pour ça que c'est la science, parce qu'il y a besoin d'hypothèses pour contre-vérifier. Fait que tant mieux que ça évolue, mais basé sur ce qu'on sait. Fait que je t'avoue qu'au bout de la ligne, pour moi, ce qui est important quand je traite mes patients, c'est qu'est-ce que ça fait sur les symptômes de mes patients. Ouais. Concrètement, le détail exact sur pourquoi lui agit plus sur tel symptôme, pourquoi lui moins, ça m'aide pas à traiter mes patients. Ce qui m'aide à traiter mes patients, c'est lui agit plus sur tel symptôme, lui moins. Individualiser les choses parce que c'est pas tout le monde qui répond de la même façon aux mêmes médicaments. On le voit en pharmacie communautaire. Tu vas donner un tel médicament à quelqu'un, ça va super bien fonctionner. Puis l'autre personne, tu te dis, c'est la même dose, à peu près le même genre de personne, puis ça fonctionne juste pas pantoute. Fait que c'est tellement du cas par cas aussi. Ouais. Fait que, pour te revenir à ta question, là, pour te donner une réponse un peu poche, j'imagine, vous avez sûrement appris des choses liées au fait que, par exemple, la noradrénaline a des effets plus stimulants, donc on va s'en servir des médicaments qui agissent là-dessus, qui présentent plus de fatigue, de perte d'énergie. Mais honnêtement, je répète, pour moi, dans ma pratique, quand je viens le temps de discuter d'un choix de traitement avec un patient, je parle, jamais je vais avoir une phrase comme ça avec un patient. Écoutez, j'ai tel antidépresseur, lui, il joue plus sur la noradrénaline, lui, plus sur la sérotonine, lequel vous voulez. Oui, c'est une personne qui va dire. La discussion que je vais avoir avec le patient, c'est, lui, il a un effet plus stimulant, risque de vous donner plus d'énergie, par contre, va venir peut-être avec de l'insomnie ou une difficulté au niveau du sommeil. Lui, complètement à l'inverse, aide à dormir, un effet sédatif. On peut s'attendre à moins d'effets stimulants, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien plus utile, bien plus parlant, autant pour moi que le patient. Puis ça me permet d'avoir une décision. Fait que c'est pour ça que je ne mettrais pas trop le focus, bien honnêtement, sur les particularités pharmacodynamiques des différents agents. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce que ça donne comme bénéfice, c'est quoi les effets indésirables qui sont liés à ce produit-là, puis là, de les mettre en comparaison pour individualiser le choix avec le patient. Comment t'expliquerais que des fois, il y a des patients qui voient leurs symptômes qui sont full augmentés dans les premières semaines de traitement? C'est-tu lié aux médicaments? C'est-tu placebo? C'est quoi ce phénomène-là? Là, on fait plus référence généralement à ça en anxiété. Un phénomène mieux documenté, certainement, en anxiété. C'est documenté. Là, visiblement, c'est pas juste... C'est pas juste nous qui inventons ça. Là. C'est quelque chose qui est observé dans les populations. On le gère en conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, pour les patients qui ont... Ça peut être un trouble dépressif, mais avec des éléments anxieux. Parce que l'un n'exclut pas l'autre, évidemment. Là. Il y a le terme un peu bonbon de trouble anxio-dépressif qui ramasse un peu tout ça. Fait qu'il y a des patients dépressifs qui vont avoir de l'anxiété. Puis des gens qui ont carrément des troubles anxieux. Bien, souvent, dans des cas comme ça, on va débuter nos médicaments à plus petite dose, y aller un peu plus mollo dans nos ajustements de dose pour essayer de prévenir au maximum, en bon français, le flare-up d'anxiété. Mais malgré ça, ça arrive. On en a des patients qui vont le vivre, puis on s'ajuste à ce moment-là. Puis on sait pourquoi, ou encore, c'est encore un grand mystère de pourquoi quelqu'un qui est anxieux, qui va commencer un traitement, va se sentir encore plus anxieux. C'est une bonne question. Il existe certainement des hypothèses, là, si on allait fouiller sur les internets. Parce que veux pas, ça peut quand même décourager, là. Oui, bien c'est pour ça. Mais tu vois, c'est un bel exemple ici. Ma discussion avec le patient ne va pas être sur le pourquoi. Ça peut arriver. Exact. Voici comment on va s'en jaser, puis comment on va gérer si ça arrive pour éviter justement que ça arrive, que le patient n'a jamais entendu parler, qu'il arrête ses médicaments. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Le focus sur l'impact clinique, beaucoup plus que le mécanistique de l'affaire. Quand on traite des êtres humains, je pense que c'est important. Effectivement. Puis combien de temps? Parce que je sais que c'est un long traitement. Amorcer ce traitement-là, ça prend quelques temps avant de commencer. En général, combien de temps il peut avoir, quand on commence sur un antidépresseur, par exemple, pour avoir l'effet bénéfique sur notre humeur? C'est une super bonne question. Il y a des chiffres là-dessus. Il y a plein de littérature là-dessus. Là. Il y a des revues systématiques qui arrivent avec des belles réponses. Je vais faire une formule un peu résumée, si on veut. Là. Grosso modo, à 4, 8 et 12 semaines de traitement antidépresseur, on va avoir en moyenne un taux de réponse. Il faut savoir c'est quoi un taux de réponse quand même. C'est une amélioration de 50%. Comment on calcule ça? On ressort notre PHQ-9. Dans les études, ils utilisent plein d'autres échelles semblables au PHQ-9. Là. Mais fait que l'idée, c'est carrément, t'es passé de 20 à 10. Tu as répondu à ton traitement. Fait que les taux de réponse à 4, 8 et 12 semaines, en moyenne, on est quelque part comme 40, 50, 60%. Ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à 12 semaines, plus tu attends, plus tu as de chances effectivement de t'améliorer. Par contre, si vous retenez les chiffres que j'ai dit, ça veut dire que déjà à 4 semaines,
Le 2/3 des gens qui vont répondre au traitement ont répondu. Puis à 8 semaines, à peu près tout le monde qui va répondre au traitement a répondu. OK. Fait que, oui, il faut être patient. En même temps, des fois, on est peut-être un petit peu trop patient. Ouais. Ça dépend, là. On voit de tout. Je pense que d'avoir des ordres de grandeur, c'est ce qui nous permet vraiment de prendre des décisions intelligentes puis d'en discuter avec les patients. J'entends souvent des gens dire « Ah, c'est long, faut attendre. » Mon expérience pense que des fois, on attend peut-être un peu trop pour des gens qui sont malades, qui souffrent puis qui sont en détresse. Là. Mais c'est ça. Ouais. Fait que Ça faut pas doit être tout, c'est un équilibre quelque part. Là, ça sert à rien de changer de pilule à toutes les semaines, clairement. Ouais. À l'inverse, je pense qu'il ne faut pas laisser traîner un patient pendant 6 mois sur une dose de C'est médicament qui ne fait pas le job. Là. Oui, puis combien de je ne sais pas s'il existe des statistiques, mais combien de pourcentage de répondants, comment dire, tu commences un antidépresseur, puis là, tu as une bonne réponse, puis ça a fonctionné. Pourquoi? Il y en a-tu? Tu vois, beaucoup? ça, c'est ça qui m'intéresse tellement plus que quel neurotransmetteur fait quoi dans un être humain. Fait que oui, il y a une réponse, il y a plein d'études là-dessus. On est quand même chanceux. Les antidépresseurs, on a une tonne d'essais randomisés contrôlés contre placebo. Une tonne. OK. Et ça montre tout le temps la même affaire, peu importe l'antidépresseur. Vous avez appris ça probablement pour avoir un antidépresseur plus efficace que les autres, sinon on utiliserait tout le temps le même, j'imagine. Puis, grosso modo, ça va bouger un peu d'une étude à l'autre, c'est normal, parce que c'est pas la même population, c'est pas la même sévérité de dépression, ils vont pas suivre les gens pendant la même période, puis tout ça. Mais grosso modo, on va avoir des taux de réponse avec un antidépresseur quelque part entre 50-60%, OK. puis avec un placebo, quelque part entre 40-45%. OK. En gros, on a généralement une différence entre les deux groupes. Là, je fais vraiment des gros ballpark en bon français, là, des grosses estimés, mais je pense que c'est ça que ça prend, parce qu'au bout de la ligne, que ça soit 12% ou 17%, ça ne change rien pour vous, ça ne change rien dans votre discussion avec le patient non plus. Je dirais, ce qu'on veut savoir, c'est les chances que le médicament fonctionne dessus 2%, 50%, 80%. Ouais. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut savoir. Puis au bout de la ligne, bref, on a une différence entre le placebo et le traitement d'à peu près 15%. OK. Concrètement, ce que ça veut dire, si on fait 15%, ça veut dire un patient sur 8, mettons. Ouais. Ouais. Vous me suivez? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous donniez l'antidépresseur à 8 personnes dépressives pour que l'antidépresseur traite ou fonctionne, si vous voulez, chez un individu. Est-ce que ça veut dire que les 7 autres ne vont pas s'améliorer? Non. Dans le groupe placebo, il y en a une gang qui s'améliore. Là. 40% des gens qui vont répondre au placebo. Pourquoi? Un, il y a l'effet placebo, carrément, évidemment. Deuxièmement aussi, il ne faut pas oublier que dans une étude, c'était randomisé dans une étude randomisée contrôlée comme ça, même si tu as le placebo, tu as quand même une prise en charge. Ouais. Tu vas voir des professionnels de la santé sur une base régulière, il va y avoir des suivis, tu vas avoir eu un diagnostic déjà avec un médecin, puis tout ça. Puis effectivement, toute cette prise en charge-là a certainement un effet en dépression, là, comme dans n'importe quelle maladie. Ben oui. Ouais. Puis il y a le temps aussi. Ouais. Fait que tu fais ton étude pendant 12 semaines. Juste ces 12 semaines-là, on peut penser que ça a probablement aidé certaines personnes. OK. Fait que le terme NNT qu'on utilise dans le monde de la science, c'est un terme que vous aimez beaucoup et que vous comprenez tout le temps avec une tonne de facilité. Fait que le nombre de patients à traiter, le number needed to treat, fait qu'on va quelque part entre 5 et 10 pour les antidépresseurs. OK. Mais je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter 5 à 10 personnes pour qu'il y en ait une qui aille mieux. Ça veut juste dire qu'il faut traiter 5 à 10 personnes pour qu'il y en ait une qui aille mieux grâce aux médicaments. Ouais, c'est ça. Exact. OK. OK. C'est important, je pense, quand même, d'avoir des ordres de grandeur, parce que tu le disais tantôt, il y a des gens qui sont super réticents à prendre des antidépresseurs. Et quand on réalise que c'est une personne sur 8, mettons, qui va vraiment bénéficier du traitement, Ouais. ça peut nous permettre de se sentir plus confortable à l'idée de mettre d'autres choses de l'avant. On parlait de psychothérapie, de ci, de ça, tu sais. Des fois, je trouve qu'on a une tendance très... Ça vous prend, ça. Ouais. Ouais. Vous avez tel problème de santé, ça vous prend tel médicament. Je pense pas que ça vous prend tel médicament. Je pense que tel médicament est une option parmi d'autres. Puis regardons qu'est-ce que vous préférez Ouais. puis qu'est-ce qui vous convient le mieux. Fait que c'est une efficacité, somme toute, qui est modeste, j'imagine. Là. Je pense que la plupart des gens ne trouveraient pas ça super impressionnant, mais c'est un fait. Puis même, il y a un papier vraiment, vraiment intéressant dans le monde des antidépresseurs qui a été publié en 2008 dans le New England Journal of Medicine, la Bible, n'est-ce pas, des revues scientifiques, où des gens ont réussi à retracer des études non publiées. OK. Donc, là, je vais vous faire vraiment des je peux vous les sortir, en fait. Me donnez-vous une petite seconde? Ouais. Prendre C'est vraiment un des faux. chiffres. Là, vous tombez vraiment dans mon domaine. Dans ton domaine d'expertise. Ça me fait penser, pendant que je sors ça, parce que ça va me gosser, là, le PHQ-2, très sensible, peu spécifique. OK. Hein? La conclusion est la même. Là. Ouais, ouais. Là, j'ai dit les deux, ça me fatigue. Très sensible, peu spécifique. spécifique. Fait que si tu réponds non aux deux questions, on peut exclure ou à peu près Mais si oui. un trouble dépressif. Mais si tu Aux réponds deux. oui à l'une des deux ou les deux, ça nécessite un questionnement un peu plus élaboré. Fait que analyse de la FDA, le Santé Canada américain, publiée en 2008, où on avait trouvé 74 études
portant sur l'efficacité des antidépresseurs. OK. Il y en a 38, fait qu'à peu près la moitié qui ont été publiés dans des revues scientifiques. Sur ces 38-là, 37 qui ont été publiés positives. OK. Okay? Donc, qui démontraient que l'antidépresseur fonctionnait mieux que le placebo. OK. Il y en a une positive qui n'a pas été publiée. Fait qu'une qui montrait que ça marchait, mais pour une raison quelconque, ça ne s'est pas rendu dans une revue scientifique. Là, OK. Fouillez-moi. OK. Il y en a 36 négatives. Fait que 36 qui ne démontraient pas de différence entre l'antidépresseur et le placebo. Malheureusement, ça donnait la même affaire. Et devinez quoi? Sur ces 36-là, il y en a 3 qui ont été publiés adéquatement. Donc, qui ont été publiés comme étant négatives. La conclusion, c'est genre... Ça marche pas. Ça marche pas. OK. Il y en a 11 qui ont été publiés comme positives. Fait que quand on fait des analyses de sous-groupes, quand on fait des analyses d'issues secondaires, on réussit à trouver quelque chose qui a fonctionné, puis ci, puis ça. Fait qu'on fait une publication, au bout de la ligne, on a l'air de montrer que ça marchait. OK. Puis il y en a 22 qui n'ont juste pas été publiés. OK, quand même. Fait que même les chiffres, tu sais, que je vous ai dit tantôt, de NNT, mettons, entre 5 et 10, puis tout ça, c'est malheureusement Pas la vérité. peut-être un peu surestimé. OK. OK. Puis, tu sais, c'est comme ça dans tous les domaines. On n'est pas étonné. On appelle ça le biais de publication, n'est-ce pas? Donc, les trucs qui fonctionnent ont plus tendance à se rendre dans une revue scientifique que les trucs qui ne fonctionnent pas. Puis, comment on pourrait interpréter ça en tant que futur professionnel de la santé, ce genre d'informations-là? Rester sceptique dans la vie, rester prudent dans la vie. Là, je parle vraiment aux professionnels, aux patients aussi, ultimement, là, mais certainement aux professionnels de la santé. Puis, de se rappeler que c'est ça. Puis, tu sais, dans tous les domaines, là, on sort un peu du sujet, mais tu sais, souvent, les gens apprennent, que ce soit en pharmacie ou en médecine, je disais tantôt, tu sais, on va dire aux patients, ça vous prend ça. Ah, vous avez du cholestérol, ça vous prend du statine. Vous avez ci, ça vous prend ça. Alors que c'est tous des médicaments qui sont zéro proches d'être 100% efficaces. Là. Leur efficacité est toujours quelque part entre 0 et 100, puis généralement pas super élevée. Les gens vont dire, en fait, si tu avais à parier sur un médicament, tu devrais probablement parier contre le médicament dans à peu près tous les domaines. OK. Parce que ça voudrait dire, pour que tu paries pour le médicament, ça voudrait dire que 50% des gens au moins vont bénéficier vraiment de ton traitement. Donc, un NNT à 2. Des NNT à 2 dans la vie, il n'y en a pas des tonnes. Non, c'est ça. OK. Fait que je pense qu'en pratique, c'est juste de se rappeler d'être humble, de se rappeler que nos médicaments ne sont pas des miracles, peu importe le domaine. Puis en santé mentale, c'est certainement le cas. Puis après ça, de travailler avec nos patients. Puis tu sais, ça nous rappelle de ne pas être surpris quand le médicament ne fonctionne pas. Je vois ça souvent dans les notes au dossier, là, tu sais, quelqu'un qui cherche pourquoi. Le patient ne va pas mieux, la dose ne doit pas être assez forte, l'adhésion. Ça. Ben non, c'est prévu qu'il y ait des gens chez qui ça ne fonctionne pas. C'est sûr. On le sait. Fait que de ne pas être surpris. De 2, comme je disais tantôt, de mettre en perspective pour les gens qui ont des réticences, des craintes. Tu sais, des fois, comme pharmacien, on tombe dans un mode un peu police avec nos patients qui sont non adhérents, qui vont arrêter leurs médicaments. Ben non, c'est important, nanana. Je pense que c'est plus gagnant de les accompagner dans leurs décisions puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment ou autrement pour les aider. Fait que je trouve ça aidant quand même d'avoir des ordres de grandeur comme ça, même si ça peut paraître un peu décevant, là, j'imagine. Là, mais en même temps, c'est comme c'est la réalité. Mais voilà. Est-ce que tu penses que peut-être que c'est la façon qu'on est enseigné à l'école, tu sais, comme j'ai l'impression qu'on met pas nécessairement ça en perspective tant que ça dans nos cours de soins, en tout cas de mon point de vue, là, je sais pas si c'est partagé, mais dans le sens que on n'a peut-être pas ce point de vue-là que tu amènes, là, un peu différent. C'est pas... d'un, vous êtes mieux placé pour moi que répondre à cette question-là, clairement. J'ai pas fait vos cours, n'est-ce pas? Mais oui, je pense que de façon générale, dans le monde de la santé, autant on a évolué, là, soyons très transparents aussi, on s'est amélioré. De plus en plus, vous entendez parler du processus de décision partagée, c'est-à-dire de discuter avec le patient des inconvénients, des bénéfices aux différentes options de traitement, qui devraient toujours inclure, by the way, pas de médicaments. C'est toujours une option aussi. Fait que je pense qu'on chemine quand même là-dedans, mais oui, certainement. Puis, tu sais, il faut être conscient que ça demande plus de travail de votre part, plus de temps pour comprendre, apprendre ces nuances-là, que juste apprendre quelqu'un qui a une dépression, voici la première ligne de traitement, la deuxième ligne de traitement, bonsoir, bonne journée. C'est ça, on n'est pas des robots, là, quand même. Ben non, puis je pense qu'en fait, si on veut mettre de l'avant nos nouvelles activités, puis tu sais, on parle depuis très longtemps dans le monde de la pharmacie de la disparition du pharmacien avec l'arrivée des différentes technologies, puis ci, puis ça. Ben, on dit tout le temps on est l'expert du médicament. Ben, pour moi, c'est beaucoup là l'expert du médicament, c'est-à-dire être capable de comparer nos options, de mettre les pour et les contre en perspective, puis d'arriver avec un patient à une décision qui lui convient. Mais oui. Il va se sentir plus écouté aussi, le patient, parce qu'il va sentir que
comme il est considéré, là, dans le sens que si tu arrives puis avec un peu le mode police, comme tu expliquais, go, faut que tu prennes ça, c'est ça qui va t'aider comme si c'était l'affaire qui allait changer sa vie. C'est pas nécessairement vrai, puis faut que tu l'écoutes ton patient, puis si tu amènes avec cette perspective un peu, ça pourrait peut-être vous aider, mais c'est pas obligé de le prendre, mais peut-être le patient va faire OK, comme il a l'air plus réaliste, il a l'air plus proche de la réalité, de ma réalité en tout cas, parce que c'est peut-être que c'est pas tout le monde là, qui croit que les médicaments, ça va le guérir, puis c'est correct aussi. En fait, c'est bien documenté dans la littérature que les patients, les pharmaciens et les médecins surestiment les bénéfices des médicaments. Ah ouais, OK. Même, je pense pas que c'est étonnant, là, si je vous quizais là, sur l'efficacité de tel médicament. On pense que c'est plus efficace. On surestime généralement l'efficacité des médicaments. Les patients aussi, ça serait... Ah ouais, ça fait rapporter aussi. Absolument. Ben oui. Fait que, pensez-vous que, mettons, on dit 15% d'efficacité d'antidépresseurs, là, qu'on fait la différence entre le groupe antidépresseur et le groupe placebo, là. Si on prenait des patients, j'ai jamais fait l'exercice, là, mais si on leur demandait, d'après vous, c'est quoi les chances que cet antidépresseur-là vous aide pour votre dépression? Je pense qu'il répondrait plus que 15. Ben, sûrement qu'il répondrait plus, mais oui. Fait que, non, mais écoute, un vieux, il serait pas content d'entendre ça. Un ancien collègue médecin, il est plus vieux aussi, là, mais écoute. Un ancien collègue médecin disait, je le cite souvent en fait, là, quand je donne des formations d'affaires, il disait, moi, je suis là pour utiliser mes connaissances, mon expertise, pour mettre le buffet sur la table. Après ça, le patient est là pour décider qu'est-ce qu'il veut essayer dans le buffet. Puis je trouvais que c'était honnêtement bien sensé comme image, très simplifié, mais c'est ça. Je me dis tout le temps, qui suis-je pour décider à la place de mes patients, Seigneur? Personne. Fait que j'utilise mon expertise, ma formation et mes nombreuses lectures, n'est-ce pas? Pour juste expliquer aux patients ses options, qu'est-ce que ça implique. Toutes les options ont des côtés positifs, négatifs. Un médicament qui n'a pas d'effet secondaire, c'est probablement pas un médicament. Fait que c'est ça. Fait que s'adapter. Okay. Mais parlons-en d'effets secondaires. Au niveau des antidépresseurs, y en a-tu des classiques là, que tu vois? Ça a l'air quasiment stagé, ça, comme j'en ai profité parce que j'avais ça dans la tête depuis un petit moment. T'en as-tu que tu vois souvent dans ta pratique des effets secondaires que les patients te rapportent? Bon, fait que là, ça, c'est sûr que je répondrai pas à cette question-là comme ça, parce que ça serait de l'anecdote-based medicine. Non, c'est sûr. Fait que je vais dire qu'est-ce qu'on retrouve dans les études. Ça dérange pas. On retrouve plein d'affaires. Fait que là, on pourrait avoir une discussion juste là-dessus pendant 8 ans, j'imagine. Plein d'antidépresseurs, plein d'effets indésirables différents, évidemment. Mais si on prend nos antidépresseurs communs, mettons, donc nos ISRS, nos inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine, nos IRSN, nos inhibiteurs de récapture de la sérotonine et de la noradrénaline, certainement les agents les plus utilisés. Là, je pense qu'on peut dire ça avec assez de confiance dans le trouble dépressif et les troubles anxieux. On retrouve plein d'affaires. Il y a les communs, je veux dire, donc que vous allez retrouver chez plein de patients. On est probablement dans l'ordre de 20-25% des gens. On va retrouver des trucs comme des plaintes digestives, que ce soit des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales, ce genre d'affaires-là. On va retrouver des céphalées, des maux de tête. Mais un médicament qui n'a pas mal de tête dans sa liste d'effets secondaires, là, c'est bien embêtant. N'oubliez pas comment ça marche. Vous faites une étude randomisée contrôlée de 12 semaines. Comment vous évaluez les effets indésirables? Vous, là, il y a différentes méthodologies, mais vous envoyez un questionnaire, par exemple, à 4 reprises aux patients, dans lesquels vous demandez, entre autres, avez-vous eu mal à la tête? Sûrement. Il y a des gens qui disent oui. On a mal à la tête dans l'espace de 12 semaines. Sûrement, j'ai eu mal à la tête une fois, mais c'est sûrement pas lié à un médicament. Fait que vous penserez à ça là, quand vous regardez des études d'antidiabétiques qui durent 5 ans, puis vous avez un taux de diarrhée de 22%, mettons. Pendant 5 ans, on s'attendrait à combien de gens ont eu à un moment donné un épisode de diarrhée? Je sais pas. Moi, j'aurais dit plus que 22%. Fait qu'en tout cas, ça met en perspective. Je pense que c'est important de se le rappeler parce qu'on a tendance peut-être à associer des médicaments faussement à des effets indésirables. Mais, fait que, troubles digestifs, certainement bien documentés. Mal de tête, certainement bien documenté. Étourdissement. Somnolence, insomnie. On est tous dans les assez communs, là, ici. La xérostomie, la sécheresse de la bouche. Assez commune aussi. La diaphorèse, la transpiration. On va voir ça aussi souvent. Après ça, dans les peut-être un petit peu moins communs, les tremblements. Je dis bien un petit peu moins commun, là, parce que, difficile d'avoir un chiffre d'incidence comme précis, mais on est probablement dans l'ordre de jusqu'à 15-20% des patients qui prennent ces médicaments-là à long terme vont développer des tremblements. Puis je pense que c'est important quand même de le mentionner parce que le patient ne va pas nécessairement faire le lien là, d'emblée, si jamais ça arrive, puis si ça n'arrive pas le lendemain. Là, fait que, quand même, à pas oublier. Et des choses plus exotiques, je vais dire. L'hyponatrémie.
Donc, la baisse du sel dans le sang. Là, je simplifie, je vulgarise l'affaire. Là. Mais une baisse de sodium sérique. Fait que on fait pas des prises de sang d'emblée chez tous les patients qui ont début des antidépresseurs, là, mais dans certains cas, on va vouloir contrôler ces choses-là. Ça peut arriver. Il y a des choses aussi qui sont documentées dans des études observationnelles et pas des études interventionnelles. Fait qu'il faut faire attention, ça permet pas d'établir des liens de cause à effet directement. Mais on va voir souvent dans des études des augmentations du risque de fracture. Des augmentations du risque de saignement, particulièrement saignement digestif. Pour faire vraiment attention, là, je le répète, là, avant que les gens paniquent et disent « Mon Dieu, moi, je fais de l'ostéoporose, je peux pas prendre un antidépresseur. » Faux. C'est vraiment des études observationnelles qui montrent des associations potentielles, des associations qui, si elles sont réelles, sont certainement très, 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 très faibles, puis qui changent honnêtement pas notre conduite au bout de la ligne. Là. Dans la balance risque-bénéfice, c'est des chiffres qui sont tellement petits qu'il y a peu de chances que ça change ton raisonnement ou ta conclusion, autant comme professionnel que comme patient. Oui. Mais ça pourrait pas être lié, là, je sais pas, là, je lance ça même parce que tu en parles, mais avec le fait que tu te dis insomnie, ça donne somnolence, étourdissement, risque de fracture augmentée, c'est parce que tu chutes, parce que tu es étourdi à cause de ton médicament. On pourrait mettre des hypothèses comme ça longtemps. L'hyponatrémie peut causer certainement des chutes puis tout ça, mais bon, au bout de la ligne, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait concrètement pour l'être humain qui va le prendre. Fait qu'il y a ça qui sort dans des opérationnels, mais c'est modeste, là, certainement. Le poids, quelque chose dont on entend beaucoup parler, puis que les patients sont souvent préoccupés. Oui, ces médicaments-là sont associés à un gain de poids. Est-ce que c'est un gain de poids qui est important? Bon, je ne suis pas en mesure de juger, mais pour vous donner un ordre de grandeur, encore une fois, puis je pense que c'est important d'avoir des ordres de grandeur parce que si vous dites à un patient, lors du conseil, par exemple, vous remettez un antidépresseur, vous dites « ce médicament-là, ça peut causer un gain de poids », bien, probablement que ce qu'il entend dans sa tête, c'est quelque chose comme « je vais devenir obèse la semaine prochaine ». Alors que vous, c'est pas ça que vous voulez dire pantoute, là. Plein de gens vont prendre ces médicaments-là, ils ne prennent pas de poids. Plus, il y a un gros confondant là-dedans. Tu reçois un diagnostic de trouble dépressif demain matin, peut-être que tu tombes en arrêt de travail, peut-être que tu arrêtes de faire ton activité physique ou tes activités là, sociales ou je sais pas quoi, tu passes beaucoup de temps chez vous à pas faire grand-chose. Il n'y a pas juste la pilule là, qui peut contribuer à un gain de poids. Puis si vous vous souvenez, tantôt, je vous parlais des symptômes, des critères diagnostiques même du trouble dépressif, bien, il y a perte ou gain de poids. Fait que faut faire attention. Je vais vous donner vraiment un ordre de grandeur très, 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 très là, résumé. Mais au bout de, mettons, 6 à 12 mois, sous un antidépresseur comme de type ISRS ou RSN, on est en moyenne, quelque part, entre une prise moyenne de poids de 1 à 3 % par rapport au poids initial. Fait que, mettons que tu pèses 70 kilos. Ben, en moyenne, évidemment, il y a des gens en dessous de la moyenne, des gens au-dessus de la moyenne, mais probablement que le médicament va causer une prise de poids de 1 à 2 kilos. Ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle, là, on s'entend. Là, probablement que la majorité des gens ne veulent pas ça, mais je pense que ça remet quand même vraiment en perspective par rapport à tu vas devenir obèse. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Parce qu'on a souvent tendance à dire, comme tu dis, là, vous allez prendre du poids, il va y avoir du gain de poids, puis là, la patiente, oh mon Dieu, mais comme... Ça, c'est un défaut qu'on a, je dirais. Là, je parlais autant de chiffres pour l'efficacité, mais je pense que le chiffre pour les effets indésirables, c'est tout aussi important. Des termes qualitatifs, comme ça arrive pas souvent, rarement. Ça veut rien dire. C'est pas toi, justement, qui nous avait enseigné cette catégorie de comme fréquent. En fait, le but de vous l'apprendre, c'est pas que vous l'utilisez, c'était pour vous montrer à quel point vous, ce que vous dites, puis ce que le patient comprend, est complètement différent. Effectivement. Ça m'avait comme marqué aussi parce que c'est ça, je m'étais dit, quand tu l'avais enseigné, j'étais comme, c'est vrai que comme quand on regarde puis il est écrit fréquemment, c'est quoi que ça veut dire? Des choses comme risque élevé, sévère, fréquent, ça veut rien dire. Puis c'est tellement subjectif aussi, j'ai l'impression. C'est comme fréquent pour moi, c'est peut-être vraiment pas fréquent pour toi. Puis tu sais, ça va dépendre. Le gain de poids, il y en a peut-être qui prendre 3 kg, mais ils vont... Pour un patient, ça peut être super dramatique. Puis pour un autre patient, ça peut être zéro préoccupant. C'est ça. Fait que c'est d'où l'importance de le dire un peu d'emblée. Ça prend des ordres de grandeur. C'est ça. Comme ça, le patient, il va pouvoir prendre sa décision. Hey, moi, ça me tente vraiment pas de prendre 3 kilos. Ben, c'est ta décision. Mais si la personne a dit, au contraire, moi, j'aime mieux prendre 3 kilos puis avoir la chance de mieux m'en sortir, c'est tellement subjectif. C'est toujours la même chose. C'est qui la personne la mieux placée pour décider si elle est prête à accepter un risque X pour potentiellement aller chercher un bénéfice Y? Ben mon Dieu, c'est la personne qui va prendre la pilule, c'est pas moi. Exact, mais oui. Fait que non, on a beaucoup de travail à faire, je pense, sur l'utilisation des termes qualitatifs parce que c'est quelque chose qui est très courant encore dans la littérature, dans les guides de pratique, ces affaires-là. Là, pensez à votre risque cardiovasculaire. Je poserai une question au quiz, je sais très bien que vous l'auriez. Là. Quel est un risque cardiovasculaire considéré élevé?
Plus que 20. Plus que 20 right? On Ouais, passe sur au le Tu sais, cours. 22 vous autres, c'est un risque cardiovasculaire élevé. Quand Ouais. vous dites à un patient, ouh, j'ai calculé ça, vous avez un risque cardiovasculaire élevé, vous pensez qu'il entend quoi? C'est 80 C'est clairement pas votre 22 là. Ouais. Fait que c'est ça. Les termes qualitatifs, c'est un problème à mon humble avis. Là. Ouais. Puis c'est-tu un problème que tu remarques beaucoup chez les pharmaciens ou c'est tous les professionnels de la santé confondus? Ne soyez pas inquiète, c'est vraiment pas spécifique à vous, madame. non, c'est généralisé, certainement. Ouais. Il y a des domaines où ils ont développé davantage cet aspect-là de la décision partagée puis d'expliquer des chiffres. On peut penser à l'oncologie où souvent ils vont avoir des chiffres, vraiment, des outils, des papiers, des choses comme ça. La chirurgie, souvent, si vous signez des formulaires de consentement pour des chirurgies, il va y avoir aussi des chiffres par rapport au risque puis tout ça. Mais dans le quotidien des soins de première ligne ou même de médecine spécialisée, là, je parle pour mon expérience, peut-être qu'à différents endroits, c'est vraiment différent, mais ce que je vois beaucoup, c'est très peu d'utilisation de chiffres, d'ordre de grandeur et beaucoup plus l'utilisation de termes qualitatifs. Oui. Puis dans ta pratique, dans ce que tu as connu, en fait, est-ce que tu as l'impression peut-être qu'il y a une surprescription de densification? C'est une bonne question. On entend beaucoup ça dans les médias là, dans les dernières années, là, dans les médias généraux. Là, Puis on voit souvent ça passer, les gros titres dans les gros journaux. Là. J'ai vraiment de la misère à me positionner là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de trop, de pas assez, parce que si on le fait bien, justement dans un processus de décision partagée, en considérant les risques et les bénéfices, ben on peut juste donner le bon nombre à mon avis. Oui, clairement. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits, des milieux de pratique où des gens ont peut-être la prescription facile puis qui est peut-être pas bien faite? Possible. Ouais. Mais tu sais, pour moi, il n'y aurait pas de chiffre qui serait trop ou pas assez. Pour moi, le chiffre, c'est lui qui correspond. C'est ça, là, je veux dire. C'est correct qu'il y en ait plus, mais parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de mythes associés à ça, puis les gens ils ont peut-être peur de peut-être les antidépresseurs, comme, il y en a qui pensent que ça peut peut-être causer la dépendance. Je sais pas comment tu te situes par rapport à cette position-là. Ben, la question de la dépendance, c'est une question qui revient souvent, puis là, la réponse qu'on a, souvent, c'est un peu flou dans le sens qu'on leur dit, ben ça cause pas de dépendance. Mais il ne faut pas que vous l'arrêtiez d'un coup sec parce que vous allez vous sentir tout croche. Fait que ben, c'est juste une différence. C'est que le médicament ne va pas te causer un high en bon français, donc une dépendance, par exemple, à une substance comme l'alcool ou une drogue de rue, là, ou peu importe, où tu vas chercher l'effet littéralement de la substance que tu prends. Quoique, c'est très, très, très associé au craving aussi, là, toutes ces troubles d'utilisation de substances-là. Là. Donc, le fait d'être en manque ou tu te sens vraiment pas bien va motiver ta consommation. Fait qu'on dit pas de dépendance. Parce que ben, y a personne qui va consommer des ISRS, par exemple. Là, tu vas dépenser de l'argent sur la rue pour consommer ça. Non. Mais visiblement, je sais pas si je devrais avoir peur du mot dépendance, mais on dirait que je suis relativement confortable à l'idée de dire ben, visiblement, il y a une certaine habitude qui se met en place dans votre corps, parce que quand vous allez l'arrêter du jour au lendemain, ben, vous risquez d'avoir des symptômes de retrait. Mais ça gère, évidemment, en diminuant progressivement. Sur une durée plus ou moins allongée. Ben, chaque patient, c'est différent. Vous allez le voir dans votre pratique. Donc, des patients qui ont des super grosses doses d'un antidépresseur qui est censé causer une tonne de symptômes de retrait, comme la venlafaxine, mettons. Puis là, ils viennent à la pharmacie, puis là, tu regardes le dossier, t'es comment, il y a une semaine en retard, ce patient-là, tu vas le voir au conseil, vous manquez de venlafaxine. Ah ouais, ça fait une semaine, j'en ai plus. Ça va bien. Puis ça va. Ouais, je suis censé me rendre compte de quelque chose. Puis à l'inverse, ben, on a des patients qui vont couper des comprimés en 8 parce que s'ils ne prennent pas le petit 8e de plus ou de moins, ils se sentent tout croche. Les deux patients ont raison, là, qu'on se comprenne bien. Il y a visiblement une variabilité interindividuelle qui est extrêmement grande, extrêmement importante, là, que je ne pourrais pas vous expliquer, bien honnêtement. Fait que de s'adapter aux patients, je pense que c'est le secret. Puis ces symptômes de retrait-là, est-ce que c'est des symptômes qu'on retombe-tu dans notre maladie plus gravement ou c'est des symptômes vraiment liés aux médicaments qui apparaissent quand tu arrêtes Bonne question. la substance? Bon, il y a un risque de rechute associé à l'arrêt d'un antidépresseur ou d'un traitement contre l'anxiété, certainement, différent du symptôme de retrait. OK. Fait que, symptôme de retrait, on pourrait appeler ça symptôme de sevrage, ou en tout cas, là, ce qui fait le mieux. Là. Je ne sais pas s'il y a un terme mieux qu'un autre officiellement. Mais fait un risque de rechute, ça c'est bien documenté, d'arrêter des antidépresseurs. Ben, même chez des patients qui sont en rémission, qui vont bien, il y a plus de gens qui vont rechuter que si tu continues l'antidépresseur. Ça, c'est très bien documenté dans des études randomisées contrôlées. Heureusement, l'inverse serait bien décevant.
Les symptômes de retrait, c'est vraiment tu l'arrêtes, puis dès les jours qui suivent, tu vas commencer à avoir différents symptômes. OK. La liste de symptômes possibles, elle est à peu près infinie. Souvent, les gens vont retenir un peu les clichés, je dirais, là, donc genre insomnie, agitation, nervosité, tremblement, transpiration. Là, on a un peu l'image du patient en sevrage, je pense. Dans les faits, ça peut vraiment être de tout et de n'importe quoi. Là. Ça peut être digestif, sensoriel, émotif. Dans la littérature, on a un peu de tout. Là. Généralement, c'est transitoire puis ça devrait se résoudre assez vite. L'une des façons aussi d'améliorer la situation, c'est des fois de juste retourner à l'étape d'avant, donc de réaugmenter la dose, par exemple, puis y aller plus lentement par la suite. OK. Mais il y a des cas, même dans la littérature, de symptômes de retrait qui se prolongent sur des semaines, des mois. OK. Fait que, je vous dirais, le seul conseil que je pourrais vous donner là-dessus, c'est un patient qui a diminué ou cessé un antidépresseur récemment, qui présente une nouvelle plainte, quelle qu'elle soit, ben, n'excluez pas la possibilité que ce soit causé par le changement d'antidépresseur. Là. OK. Puis quand on change d'antidépresseur, par contre, comme tu disais tantôt, après 4 semaines, mettons que ça marche pas du tout puis qu'on voudrait peut-être essayer quelque chose, on peut-tu l'arrêter one shot puis recommencer l'autre la journée même puis on évite ce syndrome-là ou pas en tout? Ça, c'est une grande question. À laquelle je vais essayer de faire une petite réponse. OK. Pas trop. Fait que, selon le changement d'antidépresseur, la réponse varie énormément. Fait que si tu changes un médicament pour un autre médicament, mais que les deux ont à peu près le même mécanisme d'action, par exemple un ISRS pour un autre ISRS, on peut souvent se permettre de faire un changement direct qu'on appelle, là, donc switcher du jour au lendemain à une dose à peu près équivalente. Il n'y a pas de science exacte là-dessus. Si on change complètement de mécanisme d'action, certainement, on ne doit pas faire ça. Parce que le nouveau médicament ne va pas venir pallier, justement, si tu veux, aux symptômes de retrait du premier. Fait que chaque situation est différente. Fait que parfois, on va faire le changement direct. Parfois, on va faire le fameux chassé-croisé. Donc, diminuer progressivement le premier, augmenter progressivement le deuxième. Parfois, on va faire des changements séquentiels même. Donc, cesser complètement le premier, puis ensuite seulement qu'on initie le deuxième. Certains médicaments avec lesquels on n'a pas le choix de faire ça, en fait, à cause du risque d'interaction puis de toxicité. Donc, il y a différentes stratégies selon le médicament. Certainement à voir avec son professionnel de la santé, là, parce que chaque cas est vraiment différent. Parce que même après ça, dans les classes de médicaments, en fonction des durées d'action, les fameuses demi-vies, en fonction des interactions sur nos fameux cytochromes, là, chaque cas est vraiment unique pour vrai. C'est quand même... Puis si quelqu'un décide de cesser finalement complètement l'antidépresseur, c'est quoi le pourcentage de rechute d'un patient qui va avoir un premier épisode de dépressif ou un épisode anxieux, peu importe? Non, c'est une bonne question. On a plein d'études là-dessus. En fait, il y a une grosse étude qui a été publiée l'année passée dans le New England, l'étude Antlers. Donc, une étude qui était faite en première ligne, des patients qui étaient quand même relativement malades. Par contre, là, je vais travailler ma mémoire, là, mais des patients qui avaient eu déjà en moyenne quelques épisodes dépressifs. Puis, ce qu'on a fait, en fait, c'est tous des patients qui avaient atteint une rémission. Donc, des patients qui étaient guéris, là, entre guillemets. Puis, on les a suivis pendant 1 an. La moitié, on a continué l'antidépresseur, qui fonctionnait. L'autre moitié, on les a changés à un placebo. Puis, au bout de l'année, là, je vais faire des approximations, là, 60% des gens dans le groupe placebo ont rechuté. 40% des gens dans le groupe traitement ont rechuté pour une différence d'à peu près 20%. Dans les études, on prend des patients avec un moins lourd historique, mettons. Dans les deux groupes, les chiffres diminuent, là, on n'est pas étonné. Mais au bout de la ligne, on se retrouve pas mal tout le temps avec une différence d'à peu près 20%. Ce que ça veut dire, c'est un patient qui est en rémission depuis quelques mois à peine. Le fait de décider de continuer ou de prolonger le traitement, bien, on peut estimer que dans la prochaine année, s'il l'arrête, il augmente ses chances d'à peu près 20% de rechuter versus s'il le continue. Ce qui est quand même considérable ou encore une fois, c'est ça, j'ai pas de bonne réponse à ça. Chaque cas est différent. La personne la mieux placée, je pense, pour répondre à ça, on peut l'aider, on peut accompagner le patient, évidemment, mais au bout de la ligne, c'est le patient. Puis, tu sais, c'est très différent. Après ça, il faut individualiser notre approche. Fait qu'un patient, par exemple, qui a eu un stresseur super bien identifié, je ne sais pas moi, un deuil important, par exemple, très, tu sais, circonstanciel, il a été traité, il a mis d'autres choses en place aussi dans sa vie, il a fait de la psychothérapie, il y a ci, il y a ça, il va bien depuis 3 mois, bien, on va probablement être beaucoup plus confortable à l'idée d'arrêter l'antidépresseur versus un patient qui avait des stresseurs identifiés mais qui sont encore présents, qui a eu des épisodes dans le passé, qui a d'autres comorbidités psychiatriques. Bref, il y a plein de facteurs de risque de rechute qui existent là, dans la littérature qui sont documentés. Fait que, c'est ça, chaque cas, encore une fois, est unique et doit être individualisé. Ben, merci, c'était super intéressant. C'est déjà comme la fin. Ça a passé super vite. Mais si peut-être en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent un peu de soit le sujet qu'on a ou comme en général un peu sur la santé mentale ou... Bien évidemment, là, si on s'adresse aux patients d'en parler, de consulter, d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est
le gros morceau, c'est évident. Ouais. Après ça, comme on l'a dit, il y a plein d'options thérapeutiques, que ce soit des médicaments ou d'autres affaires. Puis il y a des professionnels qui vont pouvoir aider les gens. Puis c'est ça. Fait que je pense que l'élément clé, c'est certainement en parler, consulter. Ouais. Pour les pharmaciens et médecins, ben les médicaments en dépression, en anxiété fonctionnent mieux qu'un placebo. Fonctionnent-ils beaucoup ou de façon impressionnante? Ça me paraît discutable. Ne pas oublier les autres avenues. Puis, tu sais, on parlait de psychothérapie, là, une affaire, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, votre expérience là-dedans, mais souvent, quand on approche les pilules, ça vous le savez, un patient qui ne tolère pas bien un premier antidépresseur, un effet secondaire, vous faites quoi? Ben, je pense que personnellement, j'ai questionné la personne. Mais mettons, tu as vraiment un effet indésirable, Ouais. là, c'est clair, c'est dû à l'effet aux médicaments. T'en essaies un autre. J'en essaie un autre, Ouais. right? Tout le monde va faire ça. Ben oui, tout le monde veut faire ça. Pourtant, souvent en pratique, quand on va parler à des gens, on va leur dire, avez-vous déjà fait de la psychothérapie? Puis quelqu'un nous dit, ah oui, je l'ai déjà fait, mais ça m'a pas aidé, j'ai pas aimé ça. Là, je répète, c'est mon expérience personnelle, là, peut-être c'est différent ailleurs, mais souvent, je vais voir les gens dire, ah, OK. Ça devrait être comme un médicament, là. Une psychothérapie, il y a plein de types de psychothérapie, il y a des fits, ouais, il y a c'est ci, il y a Ouais, ça. ouais. Donc, pas parce que tu n'en as pas toléré un, il y en a un qui n'a pas été efficace, que ça se mérite pas de t'en essayer un Ouais, autre. c'est là. bon. C'est vrai. Puis, tu sais, on n'a pas mis l'accent là-dessus dans le cadre du balado, mais il y a la psychothérapie, mais il y a plein d'autres affaires, là. On peut parler d'activité physique. Il y a des essais randomisés contrôlés d'activité physique en troubles dépressifs et c'est supérieur à une absence de traitement. Il y a des données de qualité des fois un peu douteuses, mais sur tout ce qui est lié un peu à de l'activation comportementale. Le fait que de trouver des intérêts du patient, des choses qu'il aime faire, des choses qui lui font du bien, puis de miser là-dessus. On peut du bricolage, de la musicothérapie, du yoga, peu importe le truc auquel vous pouvez penser. S'il y a des choses qui peuvent permettre aux patients de s'activer, de s'impliquer, du bénévolat, c'est peu importe là, le truc que vous pouvez penser, mais de cibler vraiment des choses qui intéressent le patient. Au-delà des médicaments, certainement, vous pouvez faire beaucoup pour les aider. Fait que ça, je pense que c'est à ne pas oublier. En termes de pilules, individualiser le choix de traitement à la base en fonction des bénéfices attendus, des symptômes qu'on veut cibler puis des effets indésirables qu'on veut éviter. Puis comme on l'a dit déjà, chaque patient est libre de décider les effets indésirables qu'il veut éviter puis tout ça. Puis de ne pas hésiter à brasser les cartes, je dirais. L'étude probablement la plus intéressante dans le monde de la dépression, c'est l'étude STAR*D, là, une énorme étude qui avait été publiée il y a plusieurs années, où on a randomisé des gens dépressifs à différentes modalités de traitement. Puis là, tous ceux qui n'allaient pas mieux, on les a re-randomisés à différentes modalités de traitement. Puis tous ceux qui n'allaient pas mieux, on les a re-randomisés, ainsi de suite. Au bout de la ligne, ça n'a pas permis d'identifier un traitement franchement plus efficace qu'un autre. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est comme ça qu'on aborde la dépression. Mais ça l'a montré quand même que des gens qui ne répondent pas à un premier traitement, à chaque fois que tu essaies quelque chose de différent, tu augmentes quand même les chances qu'ils aillent mieux. Fait que, on en a des dossiers de patients là, qui ont un traitement depuis super longtemps, puis qu'on gosse. Fait que d'être proactif, puis comme pharmacien avec les nouvelles activités, vous avez le pouvoir de faire plein d'affaires maintenant, d'ajuster les doses de façon autonome. Pour les changements de médicaments, vous avez encore besoin de contacter quelqu'un, mais vous pouvez le faire après ça en consultation, puis faire votre plan vous-même, puis le mettre en place après ça de façon autonome, puis tout ça. Fait que de brasser les cartes, je dirais, à ne pas oublier. Puis la dernière petite affaire, peut-être qu'on n'a pas mentionné, là, on a comme passé un autre sujet, je ne sais plus comment dans la transition, mais les effets indésirables, on n'a pas parlé d'effets indésirables sexuels. Ah oui, c'est vrai. J'ai juste un mini-mot parce que certainement, c'est quelque chose important. de préoccupant pour plein de patients. Fait que d'un, en parler. Oui. C'est délicat. Oui. Les patients ne vont pas nécessairement venir vous voir avec cette information-là d'emblée. Fait que d'en parler, très certainement, de le questionner aussi lors des suivis, je pense que c'est important. Ouais. C'est quand même très, très, très commun avec les antidépresseurs, plus avec certains que d'autres. Peut-être prendre le temps, peut-être 1, 2, 3 minutes là, pour justement l'expliquer un peu, là, peut-être pour ça serait l'opportunité. Là. C'est quoi le genre d'effet niveau sexuel qui pourrait survenir? On peut voir de tout, premièrement. Ouais, fait que ce n'est pas que de la dysfonction rectile ou que je sais pas quoi. On peut voir vraiment des désordres au niveau de l'excitation, au niveau de la libido, au niveau de l'orgasme et au niveau carrément, effectivement, de l'érection dans le cas des hommes. Fait que ça peut être vraiment à tous les niveaux de la santé sexuelle. Très commun, j'aime pas ça comme mot. On rentre encore dans les thèmes trop. On va faire un chiffre très, très, très approximatif, là, parce que d'une étude à l'autre, ça varie énormément, parce qu'il y a des études, entre autres dans les années 90, quand on étudiait les antidépresseurs, on demandait aux gens, à un moment donné, si vous avez un effet indésirable sexuel, vous nous le direz. Versus des études, maintenant, on va souvent utiliser des questionnaires validés de façon systématique, sur une base régulière là-dessus. Fait que c'est sûr que ça donne des chiffres très différents. Fait que difficile de donner des ordres de grandeur précis, mais on est probablement quelque part autour de la moitié des gens qui vont prendre un antidépresseur de type ISRS ou IRSN qui vont se plaindre d'un quelconque effet secondaire sexuel. Ça semble, dans la plupart des cas, quand ça apparaît à cause du médicament, persister dans le temps, donc attendre des pas
toujours une super bonne solution. Quoique, encore une fois, comme le poids, ben, il y a la dépression aussi qui vient confondre le tout parce qu'évidemment, si tu es dans une dépression significative, ben, ça se peut que ça ait un effet littéralement sur ta santé sexuelle. C'est pas la pilule, c'est la maladie. Puis si on réussit à améliorer la maladie, ça se peut qu'on voit en fait un bénéfice sur certaines affaires. On peut changer de traitement. Fait qu'on a des antidépresseurs franchement moins associés à des effets indésirables sexuels comme la mirtazapine ou le bupropion, qui ne sont pas des SRS ou des ARSN, qui ne font peu ou pas d'effets indésirables sexuels. Fait qu'au début, dans notre discussion avec le patient, comme on a jasé tantôt, tu te donnes l'exemple du poids, mais c'est pareil. Il y a des patients pour qui un effet indésirable sexuel, c'est un no-no en bon français, puis ils vont dire non, moi, je veux pas une pilule qui fait ça, oublie ça. Puis à l'inverse, pour d'autres, ils vont dire écoute, à ce stade-ci de ma vie, c'est pas une priorité. Si ça peut m'aider au niveau de l'humeur, honnêtement, ça me dérange pas. Les deux ont raison, encore une fois. Fait que, mais de le considérer certainement dans nos choix de traitement. Puis après ça, en fonction de l'effet indésirable sexuel précisément, ben, dans certains cas, on va carrément rajouter une pilule. On n'aime pas ça, traiter des pilules avec des pilules dans la vie, là, mais bon, parfois, c'est une option qui s'avère intéressante pour certains patients. Fait que, par exemple, pour une dysfonction érectile, bon, on peut utiliser là, les produits très bien connus là, qui aident à la dysfonction érectile. Fait que c'est ça. Fait que c'est un volet certainement à pas négliger là, dans la discussion avec le patient lorsqu'on parle des effets indésirables. Puis ça, je pense que c'est super important. C'est vrai, c'est important. Puis on n'a pas tendance à comme associer nécessairement que l'antidépresseur va faire ça. Puis peut-être que si on n'a pas abordé ça avec le patient au début, il va peut-être être gêné de consulter pour cette raison-là. Puis s'il ne savait pas à la base que son antidépresseur pouvait causer ce genre de choses-là. Il pense peut-être que c'est pas du tout la pilule. Même si c'est peut-être le seul changement qu'il y a eu dans les... Puis à l'inverse, même s'il pense que c'est la pilule, il peut très bien juste décider de l'arrêter puis de pas en parler parce qu'il n'est pas à l'aise avec l'idée. C'est vraiment important d'en parler. Non, je pense que c'est un sujet à ne pas négliger. Effectivement, ben, merci d'avoir pris le temps d'en parler un petit peu. On avait passé un peu à côté du sujet, mais c'est important de le dire. Fait que merci. Puis merci beaucoup de votre participation au balado. C'était super intéressant. Je pense qu'on en a appris vraiment beaucoup sur le sujet. On a fait notre possible. Yes. Merci. Merci de m'avoir invité. Très cool votre projet, soit dit en passant. Il va se passer quoi à la fin de votre 4e année? On verra. On laisse un suspense. Y a-t-il une relève, là? Une relève qui va ça faire le vient podcast. quelque chose? Ben, on verra. On va laisser le temps. Et pour l'instant, on est pas mal concentrés sur notre saison. saison 2, fait que je t'avouerais que c'est pas un sujet qui nous Ça permet de fonctionner des saisons. Ben oui, on clôt nos années. Mon Dieu, on n'a pas fait ça, nous autres. Ouais, fait que là, on est rendu dans saison 2. On a décidé ça comme ça. Fait que ça fait... C'est ça. Fait qu'on verra ce qui se passe après. Pour l'instant, on a du fun. On se tiendra au courant. On se tiendra au courant qu'est-ce qui se passe, mais pour l'instant, on a du fun puis on apprécie le moment. Bon, ben lâchez pas. Ben merci. Merci pour votre temps. Bye là.